Qu'on avait imaginé, de la manière dont on l'avait imaginé? Non. Mais à l'heure actuelle, dans une approche traditionnelle, ont-ils l'ensemble des connaissances que nous avons tenté de leur transmettre? Non. Donc en réalité, c'est pas plus surprenant tout d'un coup. C'est juste un point de vue différent. Et pour moi, c'est dans cette première image de l'université plus intégrale que s'inscrit l'approche par compétences. Alors au-delà de l'évolution des universités, apparaissent effectivement des éléments mentionnés depuis ce matin, donc l'idée d'évoluer dans les attentes avec des situations de plus en plus complexes et inédites, parce que c'est ça le monde, ce n'est pas reproduire ce qu'on a fait. Si vous, dans vos métiers actuels, que vous soyez enseignant, enseignant-chercheur, personnel administratif, même étudiant, quand vous êtes en association, en milieu académique, en bénévolat, on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas de mettre en place une recette gagnante, on n'est pas des techniciens de haut niveau, on arrive avec des solutions innovantes face à des problèmes qu'on n'a jamais créés. Et c'est ça le but de la réflexion. Autre élément, c'est l'idée qu'on est de plus en plus dans une logique d'injection. D'injection, ça va bien? On est jeudi, hein, la semaine a été longue pour tout vous dire. Dans une logique d'injonction de qualité, que cette injonction, elle vienne du ministère, qu'elle vienne des entreprises, qu'elle vienne de nos établissements, qu'elle vienne parfois des parrains. On a là un espace qui nous pousse à dire, oui mais l'enseignement, c'est important. Ça l'est plus que jamais. On n'a jamais autant parlé de pédagogie que depuis les 10 dernières années. Puis c'est drôle parce que on parle des compétences comme étant encore relativement nouveaux. Puis si on regarde, depuis les années 90, on aborde la question des compétences dans certains établissements. 90. Ça fait presque 30 ans. En fait, vous m'entendez aussi bien sans micro quasiment, non? Ouais. Je vais le confier à ton petit bébé. Voilà! Ça va me libérer les mains. Et donc, on est quasiment au point de se dire, ça fait 30 ans qu'on aborde cette question de l'approche par compétence. C'est quand même extraordinaire de se dire, c'est encore nouveau, alors que ça fait 30 ans que dans certains établissements, on a abordé la question. Ça veut dire aussi qu'on se situe dans un espace, malgré tout, où on a un contexte d'internationalisation et de nos étudiants et de nos enseignants. Et puis parfois, vous savez, moi je suis québécoise, l'international, c'est le Canada, donc ça ne vient pas de loin, l'international. Hein. C'est l'idée que tous ces gens arrivent avec des bagages différents, des approches différentes des nôtres. Et ces étudiants, notamment avec les principes comme Bologne, qui se baladent d'un espace à l'autre où on est censé développer des compétences communes, c'est une vraie réflexion qu'on peut avoir. Autre élément qui bouge effectivement, c'est aussi la massification et l'hétérogénéisation de nos étudiants. On en a parlé, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus différents. Hier, je pense que c'est avec Abdelson qu'on a abordé la question des étudiants avec des troubles ou des difficultés d'apprentissage. Comment est-ce qu'on les accueille? Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on prévoit? Comment on pense notre révision des rôles autour de ces étudiants-là qui sont avec des besoins particuliers qu'on n'accueillait pas jusque-là dans nos établissements. La question aussi de ce que mon collègue Philippe Durance du CNAM appelle un trouble épistémique, c'est-à-dire quels sont les savoirs et qui sont les sachants. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques temps, je suis allée donner une conférence à Mons en Belgique et j'y ai rencontré un vacataire qui en fait a eu un cours à donner dans un domaine de la traduction. Et dans ce domaine, il a donné un cours qui est totalement en dehors de son champ de compétences sur la signification, enfin quelque chose qui lui semblait vraiment inconnu. Au sens où il me disait, ben, moi j'ai eu ce cours en première année, puis maintenant je vais donner ce cours de première année. Mais je n'ai en fait aucune idée de ce que je vais donner.
Et donc, il me disait, mais probablement que dans l'amphi, il y a des étudiants que ça intéresse vraiment et qui sont plus sachants que moi sur ce sujet. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il a vécu un semestre d'enfer et je peux vous dire que depuis, il a fait le choix de réviser complètement ce cours-là parce qu'il s'est dit, ça ne sert à rien ce cours magistral que je donne. Le cours termine, le dernier sort et on est tous égaux. Il a une semaine pour gagner du temps pour réapprendre quelque chose. Et donc il dit en fait je livre une espèce de pseudo-synthèse de ce que j'ai lu pendant une semaine qui ne fait aucun sens. Je vis un mal-être permanent de semaine en semaine de me sentir un peu comme un imposteur qui va se faire découvrir par un étudiant qui va dire « Ah ah, je savais que tu savais pas. » Et il se dit en plus c'est vrai. Et donc, c'est très compliqué parce qu'il me dit, des fois, il y a un étudiant qui vient avec une question pour savoir si c'est valide et pertinent, et je n'en sais rien. Alors, mon truc, c'est toujours de lui dire, relance au groupe. Pensez-vous que c'est valide et pertinent? D'abord, ça te laisse 30 secondes de réflexion. Et en plus, comme tu ne sais pas, n'importe quelle réponse va être bonne. Mais en fait, c'est problématique parce que l'étudiant, évidemment, et donc le vacataire, il est doctorant, il repart avec la question, puis il va fouiller, puis il ramène la réponse la semaine suivante, mais il dit, toutes les semaines, j'ai l'air d'une nouille en fait. Toutes les semaines, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'en sait pas plus que nous. Et c'est vrai. Et donc, il y a quand même là un vrai travail autour de cette question de qui sont les sachants, et de ce savoir qui évolue à une vitesse exponentielle. On passe le temps à nous dire qu'on manque de temps, mais en fait, on va manquer de temps tout le temps. Je peux vous offrir 10 ans de formation autour de la question de la physique, puis je pense qu'on n'aura pas encore fait le tour des thèmes, parce que le temps que quelque chose termine, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Je pense à mes collègues de sciences en informatique qui un jour me disaient, tu sais, la question du langage informatique, elle pose des vrais problèmes. Parce que quand on apprend un langage aux étudiants, Cobalt par exemple, ou qu'on leur apprend des choses très précises, ben quand ils arrivent 3 ans plus tard, à la fin de l'équivalent de leur licence, ben ce langage-là, il n'existe déjà plus, ou il est passé à sa version 10.0, donc on est toujours en retard. Donc imaginez un étudiant qui a fait son LMD complet, ben quand il arrive au bout de son cycle, ça ne sert plus à rien. Donc ça a réinterrogé quelle est la pertinence de ce qu'on leur propose. L'information, elle est disponible, mais comment on leur fait prendre conscience qu'elle est pertinente? Alors, autre élément, ça a été mentionné, l'idée des formations professionnalisantes et continues. Quand on parle de formation tout au long de la vie, ce sont devenus de véritables espaces de formation et nos établissements s'en sont saisis. Pendant longtemps, la formation en continu a été la chasse gardée des entreprises privées qui en fait offraient de la formation continue. Depuis une dizaine d'années, on se dit oui, mais attends, nous aussi on a des choses à offrir. D'abord des choses qui nous rapportent de l'argent, parce que justement aussi en partie payées par des entreprises, et des choses où on a des éléments à dire, des éléments à proposer. Et l'idée aujourd'hui, elle est d'amener un étudiant à venir dans nos murs au début, puis à penser revenir dans nos murs tout au long de sa carrière professionnelle, puis à l'université du 3e âge. Nous, à Sherbrooke, on a fait la boucle au complet, comme ça on récupère post-50 ans pour venir suivre des cours. C'est comme ça qu'on fait notre budget à la fin. Mais c'est hyper intéressant, parce que résultat, on crée un sentiment d'appartenance chez ces gens qui viennent dans nos murs trouver de l'espace. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller ailleurs, évidemment, mais ça veut dire aussi qu'on offre ces espaces de formation. Et de plus en plus professionnalisant, à nouveau, ça ne veut pas dire utilitariste, mais ça veut dire quand même qu'on espère qu'un jour, ils vont aller bosser, tous ces étudiants, parce que c'est eux qui vont payer leur retraite, donc s'ils ne bossent pas, on n'en aura pas. Et parce qu'on ne peut pas ne pas imaginer que ce qu'on propose amène à réfléchir à des professions. Maintenant, ça ne veut pas dire que philosophie ou études religieuses, ça n'a pas sa place. Ça nous amène à développer des compétences différentes de médecine, où effectivement c'est beaucoup plus professionnalisant. Et encore, on se dit ça, mais vous savez combien d'étudiants n'ont pas tellement d'idée de ce que veut dire faire médecine? En fait, ils pensent qu'ils vont être Dr House. Ça, c'est ce qu'ils croient être la profession de médecine. Mais tout d'un coup, quand ils arrivent dans un service, ils réalisent que c'est aussi beaucoup de grippe, de rhume, et qu'il y a peu de chances qu'ils découvrent un lupus exotique à la première semaine de job. Pour certains, c'était une déception. On a dû un peu leur dire « Oui, mais ça, c'est pas la vraie vie. » Et vous savez, aujourd'hui, la vraie vie, ces séries télévisées influencent énormément les choix de carrière de certains étudiants. Vous savez, quand Dexter, la série donc, de Dexter est sortie avec ce monsieur qui, en fait, comment pourrais-je le décrire?
tueur en série de personnes qui ont posé des mauvaises actions, donc il n'est pas complètement mauvais, tu comprends, un peu mauvais, mais spécialiste des taches de sang. Il y a un laboratoire à Montréal qui est spécialiste de la question des taches de sang. On a l'une des personnes qui a découvert d'ailleurs l'utilisation de l'ADN de manière très importante et qui a été l'un des piliers autour de cette question-là au Canada. Ils n'ont jamais eu autant de demandes pour aller travailler à l'Institut de gestion des taches de sang que depuis que Dexter est sorti. Le parcours pour y arriver, c'est le parcours du combattant. Avant, ils avaient 3 demandes par 2 ans. Maintenant, ils ont 30 demandes par année. Mais parce que dans la tête des gens, ils vont faire ça. Ils vont être les experts Miami. Donc ça nous demande quand même aussi de relativiser quelles sont les professions possibles. Et puis, on l'a dit, la présence d'éthique et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui tweetent ce qui va se passer aujourd'hui. C'est devenu un espace de valorisation de nos établissements. Et puis, je pense qu'il y a un élément important à ne pas perdre de vue, c'est que ces réseaux sociaux aussi, ils amènent une compétitivité de nos offres et de nos espaces de formation. On a parlé tout à l'heure de l'hybridation des formations, on en parlait hier aussi avec Karine. Mais ça veut dire qu'on doit se poser des questions, parce qu'il ne s'agit plus d'aller dans l'établissement qui est à côté de chez moi, mais dans l'établissement qui va m'offrir le programme de qualité et de pertinence qui me convient. Moi, j'enseigne dans un programme qui a lieu à 6000 km d'ici, dans lequel nous accueillons une série d'enseignants-chercheurs français, qui, toutes les X semaines, parce que c'est un cours en format hybride aussi sur les rencontres, se réunissent avec nous pour travailler. Et donc ces gens suivent une formation à 6000 km de chez eux. Mais le numérique, c'est ça. Il nous permet d'accéder à des espaces de formation où on n'aurait jamais imaginé aller. Est-ce que plusieurs parmi vous ont déjà suivi un MOOC? Oui, quelques-uns. Le MOOC, c'était ça son idée. C'est de dire finalement, tu peux suivre un cours du MIT, même si tu habites Dunkerque. Eh bien, on a fait la même chose aujourd'hui avec la formation créditée. Ça veut dire que tu peux suivre des programmes de formation sur lesquels tu as des ECTS à distance. Et il y a dans certains espaces, notamment aux États-Unis, des programmes complets en distanciel. On a à Sherbrooke un master complet en distanciel. Les étudiants ne viennent jamais à Sherbrooke. Pour la première fois, en général, ils y viennent pour chercher leur diplôme. Parce qu'ils y viennent tout d'un coup symboliquement en se disant « Hey, c'est mon université », mais ils n'y ont jamais mis les pieds physiquement. C'est quand même très intéressant. Et puis, je pense qu'on ne peut pas nier aujourd'hui que la recherche en pédagogie, elle est de plus en plus foisonnante. Donc, des exemples, on en a. C'est pas comme si tout d'un coup, on était une bande d'illuminés qui se disait « Oh my God, on pourrait faire un peu l'approche par compétence et on a lu un article paumé dans une revue inconnue ». Pas du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment au cœur des discussions et donc des discussions disciplinaires. Parce qu'en fait, la spécialité de la pédagogie de l'enseignement supérieur, c'est forcément de s'intéresser aux autres disciplines. Vous savez, moi, dans mes cours, j'ai rarement des gens qui viennent d'éducation. C'est la population la moins représentée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas besoin, mais ça veut dire que c'est la moins représentée. Ceci est un message. Mais les collègues qui viennent, c'est des collègues de sciences de l'ingénieur, de sciences de la santé, de sport, sont des collègues qui viennent de physique, de biochimie, de sciences religieuses, et ils sont tous ensemble, de droit évidemment, et ils viennent tous ensemble au même moment dans nos cours. Donc en fait, ce cours, c'est un métissage au sens agréable du terme de discipline. Ce qui nous amène évidemment, nous, à jouer le grand écart parfois entre questions disciplinaires et questions pédagogiques, mais c'est aussi là tout l'enjeu de la pédagogie de l'enseignement supérieur. C'est justement d'aller voir quels sont les liens entre ces disciplines. Parce que quand vous allez être accompagné par Isabelle autour de l'approche par compétence, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont similaires. Vous savez, les étudiants, ils commencent toujours, donc mes étudiants sont des profs d'université qui enseignent, ou ils sont vacataires, ou certains sont doctorants. Mais à chaque fois, mes enseignants-chercheurs, ils me disent « Oui, mais moi, dans ma discipline, c'est très différent, tu comprends ?» Mais bien sûr, dans toutes vos disciplines, c'est très différent. Et puis tout d'un coup, ils se retrouvent avec les mêmes questions. Ils se disent « Ah, toi aussi, la motivation? Mais je pensais que tous les étudiants de médecine étaient motivés. » Ben oui. Ah, toi aussi, le transfert de connaissances, ça marche pas très bien? Ah, ben là, je pensais que pour vous, c'était plus pragmatique en communication, on voit tout de suite la valeur ajoutée. Ben, c'est pas si simple que ça. En fait, on constate qu'on a des problématiques qui sont parfois très similaires en étant dans des programmes très différents. Et c'est là toute la richesse d'une journée comme aujourd'hui. Donc oui, jouez le jeu de votre mélange, de votre numéro. Parce que c'est les rares moments où on a l'occasion
de ne pas non plus être juste entre collègues disciplinaires. Vous savez, le danger d'être toujours entre nous autres, parce que c'est important, l'équipe pédagogique, je le reconnais, mais c'est qu'on finit par se poser les mêmes questions dans le même langage. Moi, des fois, je discute avec des profs de physique, vous comprenez que je ne comprends rien à ce qu'ils racontent la majorité du temps, bien que je progresse, à force de fréquenter. Mais donc, des fois, je leur pose des questions naïves, des questions qu'ils ne se posent plus, puisqu'ils utilisent le même vocabulaire, parce qu'ils partagent les mêmes codes, parce qu'ils sont avec les mêmes postulats. Mais moi, je peux me permettre de la poser, cette question-là, parce que je ne comprends pas. Et eux, ils se disent, ah ben, c'est intéressant, on ne s'est jamais posé cette question-là. Mais c'est logique, puisque tu appartiens au même groupe, tu ne te la poses pas. Mais il est là tout l'enjeu de l'accompagnement. Il est là l'enjeu de structures comme le SIAM qui vous permettent de vous poser des questions que vous ne vous posez plus. Et c'est là toute la valeur ajoutée de l'accompagnement. Alors, c'est important parce que l'enseignant-chercheur, c'est un peu cet être totipotent. Alors, si on a des collègues en biologie, c'est un collègue biologiste qui m'a parlé de la totipotence. La totipotence, c'est la qualité d'une cellule qui peut en fait jouer le jeu ou la fonction de n'importe quelle autre cellule. Notre collègue en biologie cellulaire. Et c'est un peu ça qu'on nous demande comme enseignant-chercheur. Et pour moi, cette image, elle est porteuse. Parce que l'enseignant-chercheur, quand tout à l'heure Karine a dit merci d'avoir dégagé une journée de votre temps si précieux, c'est parce qu'en fait, notre temps, il est écartelé. D'abord, tu dois être un bon chercheur. C'est quand même pour ça qu'on t'a choisi. Donc, un bon chercheur, ça veut dire quelqu'un qui trouve de l'argent. Parce que pour faire de la recherche, pour trouver de l'argent, ça veut dire remplir 1 milliard de petits papiers auxquels tu comprends rien, tu sais même pas pourquoi tu l'as ou tu l'as pas, mais quand tu l'as, tu es content. Et puis en plus, en une semaine, parce que tu comprends que l'appel d'offres va fermer demain matin. On l'a reçu avant-hier, mais il va fermer demain matin. Après, une fois que tu as l'argent, tu vas justifier ta dépense de l'argent, parce que le service des finances aime beaucoup que tu justifies ça. D'ailleurs, tu passes plus de temps à le justifier qu'à le dépenser en général. Mais c'est pas grave. Tu vas faire un peu de recherche quand même, parce qu'on t'a donné de l'argent pour ça. Faire un peu de recherche, c'est aussi gérer des assistants de recherche. Tu sais, tu as eu 3 sous, tu payes des étudiants, il va falloir les superviser, s'assurer que ce qu'ils font, c'est bien. Et puis en plus de ça, tu vas écrire des papiers dans des revues à impact factor super important, même si c'est pas dans ton domaine. Nature, c'est bien. Tout le monde va écrire là. On s'en fout que ça soit pas ton domaine. Le but, c'est de viser ça. Tu dis, ok, j'écris. Alors tu vas faire aussi de l'évaluation des papiers des autres. Parce que ça va te permettre de voir que tu écris mieux que les autres. Ou de te dire, oh my god, ça c'est vraiment bien, il faut que je progresse. Donc, tu vas aussi faire ça. Tu vas superviser des étudiants, parce que c'est quand même un peu ça ta job d'avoir des doctorants performants. Et à nouveau, tu vas aller évaluer ceux des autres pour te dire que les tiens sont mieux. Parce que c'est important, à un moment donné, il va falloir que tu places tes étudiants. C'est aussi ton rôle, l'entrée dans la profession. Puis tu vas enseigner, parce qu'on t'a payé pour ça. Puis si tu pouvais être un peu innovant, un peu réinterroger ton évaluation, ta relation à l'étudiant, les connaître, serrer des mains, faire tes corrections rapidement, donner de l'évaluation qui leur permette de progresser, ça c'est bien. Mais tu as 2 heures. C'est ton problème de trouver quand est-ce que tu vas le faire. Puis à côté de ça, tu vas aller dans des commissions universitaires qui ne servent à rien, mais où tu vas aller t'asseoir, sourire et te dire « Qu'est-ce que je fous là depuis 2 heures à cette réunion qui ne m'apporte rien ?» Si au moins je t'avais apporté ton ordi pour faire tes courriels, tu aurais gagné ça parce que là, il y en a 703 qui t'attendent. Et ça, c'est notre vie. Et là-dessus, on nous dit « Ah oui, mais ça serait bien de penser encore à faire un petit effort pour telle ou telle chose. » Alors l'effort, il nous amène plutôt à nous poser la question, à mon avis, de comment redonner sens aux activités qu'on propose. C'est pas tant d'en faire plus, c'est que je crois que c'est de le regarder autrement. Quelles sont nos tâches comme enseignants-chercheurs? Alors, je pense qu'on ne peut pas nier la mutation de nos métiers, la complexification de ce qu'on attend, la lourdeur de nos tâches. Il faut donc trouver des stratégies qui vont nous permettre de combiner un certain nombre de possibilités. Et là, l'approche par compétence, elle peut devenir un outil et non pas un objectif final pour travailler notre enseignement, l'évaluation de qualité, l'utilisation des étudiants aussi comme étant des leviers dans leurs propres apprentissages et dans l'apprentissage par les pairs. Ça peut devenir un outil intéressant. L'autre élément, c'est que je crois qu'on ne peut pas penser l'approche par compétence sans repenser notre rapport au métier. Quel est notre métier? Vous savez, Patricia Alexander, elle dit, on a souvent 2 approches. Soit on est un spécialiste de sujet, soit on est un spécialiste de domaine. Et moi, je crois que quand on est dans notre posture chercheur, on est ce spécialiste de sujet, on gratte un sujet qui est gros comme un bout de petit doigt, puis on est tout content, puis on peut y passer 10 ans.
Et puis quand on est en enseignement, on devient un spécialiste de domaine. J'enseigne quelque chose qui est beaucoup plus large que mon sujet d'intérêt. Et c'est une grande difficulté de nos collègues maîtres de conf qui commencent, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé comme des malades sur une thèse pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans. Au Québec, ils peuvent faire 10 ans sur leur thèse, pour ceux qui travaillent à côté. Et puis après, tu vas leur dire, c'est super ta thèse, mais tu vas enseigner MapMonde. Et lui, il est tout frustré, il se dit, non mais ça fait 4 ans que je bosse comme un malade là-dessus. Déjà que personne n'a lu ta thèse, à part ta mère, ton directeur et tes 3 évaluateurs. Et encore, parfois, il y a juste ta mère qui l'a lu. T'es un peu frustré. Et toi, tu lui dis, mais en fait, ça n'a plus d'importance maintenant. Tu es un parmi nous, maintenant tu vas aller enseigner. C'est très dur à apprendre. Et en plus, on ne t'a pas donné d'outils pour enseigner. Mais tu as fait une thèse, tu sais donc tout faire. C'est quand même extrêmement important. Pensez à ma description du métier de ce qu'on attend, puis pensez à vous et votre jolie brique de 500 pages. Sourions. Et tu te dis, non mais si on m'avait dit que c'était ça, j'aurais bien compris que ma thèse, ça allait pas suffire. Heureusement qu'on ne leur dit pas dès le départ, hein. Sinon on n'en aurait plus. Mais d'ailleurs, il y a une interrogation aujourd'hui chez nos doctorants. Une partie d'entre eux réalise que c'est probablement plus le métier idéal. D'ailleurs, vous savez qu'au Québec, maintenant, pour ouvrir un doctorat, le groupe il y a une gestion, on ne peut pas ouvrir n'importe quel programme, on doit demander des autorisations, la CREPUC qui gère ça va nous demander quelles sont les autres voies de sortie que le fait d'avoir une carrière académique. Ce n'est plus la voie numéro 1. Et dans un certain nombre de secteurs, c'est bouché. Donc il faut quand même être frein. À part quand quelqu'un meurt, on le remplace pas. Donc si on leur dit juste que tu vas finir avec une thèse, mais tu vas être prof à 70 ans, c'est pas possible. Et puis, je crois qu'il faut quand même le mettre de l'avant et oser appeler un chat un chat. C'est qu'on n'a pas une valorisation égale en recherche et en enseignement. Si vous et moi, enseignants-chercheurs, nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on est avant tout des chercheurs. C'est bien, on est enseignant, mais enfin ça, c'était quand même le bout du prix de la lorgnette. Mais on est chercheurs. Sauf qu'entre nous, on ne va pas tous décrocher un prix Nobel demain matin, on va se le dire franchement. Mais ton impact social, lui, par contre, les étudiants que tu vas avoir, ces centaines d'étudiants que tu vas avoir sur ta carrière, l'impact que tu as sur eux, il est vachement important. Tu vas allumer des feux, démotiver des gens, créer des passions, peut-être avoir le futur prix Nobel parce que tu leur as dit « Oui, ma discipline, elle est intéressante. Oui, vous allez pouvoir développer des compétences parce que vous êtes dans mon cours. » Et ça, pour le moment, on n'est pas capable de le faire valoir. On n'est pas capable de dire « Mais mon impact sociétal, il est beaucoup plus grand dans ma portion enseignement que quand j'écris 3 articles à nouveau que ma mère a lus et les reviewers. » Vous voyez que ma mère lit beaucoup mes articles. On vous l'a dit, je dirige une revue. Eh bien, parfois, quand je vois les retours des reviewers, je me dis, coudon, ils ont-tu lu l'article avant de m'envoyer leur évaluation? Donc, c'est pas là que tu marques tes collègues. Combien d'entre vous lisent des articles chaque semaine? Chaque semaine. Ah ben voilà, une VP, ben oui, ça quand on a le temps, ça c'était trop facile. C'est toi qui as levé la parole. En entier? Oh my god, t'es ma star. Moi j'ai des étudiants qui lisent et qui font des résumés. Mais il y a un autre collègue qui lit chaque semaine des articles, je vous félicite. Et en fait, on a peu de temps pour faire ça quand on regarde. C'est souvent le vote aussi qui passe un peu à côté. On va lire des morceaux, on va lire le cadre conceptuel parce que ça nous intéresse, on va lire la méthodologie, on va aller lire les résultats, intro conclu, mais on lit rarement au complet parce qu'on trouve peu de temps. Et pourtant, c'est la partie qu'on nous valorise le plus. Et ce déséquilibre dans la valorisation de nos professions entre recherche et enseignement, je pense que c'est un des leviers sur lesquels s'attaquer. Alors je crois que le ministère est en train de s'y attaquer. L'idée d'avoir un CRCT pour les enseignants-chercheurs sur l'enseignement et la formation, c'est l'une des voies. Là, la formation des nouveaux maîtres de conf et les décharges qui viennent avec, c'est l'une des voies. L'idée d'avoir une classe exceptionnelle pour les maîtres de conf qui vont travailler sur l'enseignement et proposer des choses intéressantes, c'est l'une des voies. On est en train d'avoir saisi le bout de la corde. Mais ça a mis du temps et on n'est pas encore au bout de nos peines. Mais on est en chemin. Alors, je pense aussi qu'il faut accepter une certaine réalité, et elle peut vous sembler négative, mais ce n'est pas
partout, je ne la généralise pas, c'est pour ça l'utilisation du mot certaine, mais c'est qu'on sait quand même qu'on a eu beaucoup recours aux objectifs d'apprentissage quand on était dans une logique de révision et de création de programmes. On est beaucoup allé par cette logique de c'est quoi les objectifs. Ça semblait un vocabulaire facile, ça a été un vocabulaire précis, mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que concomitant à ça, finalement, les étudiants avaient beaucoup de difficultés à transférer justement, et on en a discuté tout à l'heure avec la collègue, entre ce qui était fait dans nos espaces universitaires ou dans nos hautes écoles et la situation professionnelle. Je vais vous donner un exemple qui fait presque sourire s'il n'en était un peu dramatique, mais j'ai un collègue qui a transformé vraiment sa pédagogie liée à une action au départ de vécu avec des étudiants. Donc c'est un collègue qui enseigne en première année en adaptation scolaire et sociale, donc qui est en fait un espace de formation pour les enseignants qui vont justement travailler avec les élèves à besoins particuliers. Et ce collègue enseigne un cours autour des courants pédagogiques. Première année, c'est un collègue qui est plutôt beau bonhomme. Donc en général, il marque beaucoup les esprits parce que c'est une formation très féminine. Alors il voit les étudiants et étudiantes en première année et il en supervise en tant qu'enseignant universitaire 10 qui sont en stage. Et une année, il a donc 10 filles en stage, en 4e année. Et puis, il y a une des filles, il les rencontre à détenter dans le processus du stage. Et tout d'un coup, il y a une des filles qui a rendu un rapport et il lui dit « Tiens, je suis étonnée, dans ton rapport, tu ne fais pas du tout le lien entre la situation évoquée ici et les courants pédagogiques qu'on a travaillés, alors qu'il me semble que là, tu as un lien, un transfert très intéressant. » Et l'étudiante le regarde un peu, puis elle dit ben, j'ai jamais eu un cours là-dessus. Donc le collègue, un tout petit peu vexé quand même, il sait bien qu'il a donné ce cours. Il dit, ben si, rappelle-toi, alors il essaye de redonner quelques grandes lignes du cours, donc il fait un mini-cours magistral de 15 minutes. Puis l'étudiante, elle dit non. Alors il est vraiment, ben si, c'est moi qui ai donné le cours, tu vois. Et elle me dit, elle prend un pas de recul comme ça, elle me regarde et elle dit, votre face me dit rien. Oh my god, il dit, tu sais, j'avais déjà un poignard dans le cœur, elle l'a enfoncé jusqu'à ce que ça rentre et qu'il n'y ait plus d'aspérité. Et là, il m'a dit, mais en fait, ce que je fais, ça ne sert à rien. Elle ne fait aucun transfert. Donc, en réalité, elle a appris plein de choses, puis il est allé valider, c'est une étudiante qui a eu des bonnes notes, et qui, en réalité, n'a rien retenu. Ou en tout cas, qui ne voit pas l'intérêt de ce travail-là. Et puis, ce que ça amène aussi, c'est l'idée que, finalement, les apprentissages, comme dans cet exemple-là, semblent peu significatif, peu contextualisé, difficilement transférable pour les étudiants. Ce qu'on constate aussi dans la littérature, c'est qu'en général, ils favorisent peu le développement des compétences. Ça, c'est quand même un élément important, parce qu'ils permettent peu d'atteindre la réflexion, la résolution de problèmes flous et complexes. Et donc là, qu'est-ce qu'on leur apprend? Est-ce qu'on leur donne l'impression que ce savoir est mort, alors que nous sommes une institution productrice de savoir? Et puis, on développe peu leurs compétences cognitives de haut niveau. On les amène surtout à développer des stratégies de type répétition, comme des bons petits photocopieurs. Vous savez, récemment, j'ai rencontré un collègue qui m'a bien fait sourire. Il me dit, ah, tu sais, je suis content, il y a un étudiant qui a mis le même exemple que moi à l'examen. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai mal compris. Je lui dis, mais est-ce que tu as donné l'exemple en classe? Il me dit, ben oui. Ok. Et il conclut en disant, les grands esprits se rencontrent. Je me suis dit, il va proposer une bourse à cet étudiant qui a juste été un bon photocopieur. Mais il était content, le collègue. Il y a eu un étudiant qui a redonné son exemple à l'examen, il était tout content. Waouh! Ça m'a vraiment amené à un décalage en me disant, mais est-ce que c'est ça dont on a envie? Parce que finalement, si j'ai envie que l'étudiant répète ce que je dis, je m'enregistre le soir, je m'écoute, ça m'aide à dormir. Mais c'est la démonstration que finalement, ce qu'on propose, c'est assez peu significatif. Et puis, quand on regarde, on développe assez peu la pensée critique de nos étudiants. C'est pas facile parce que comment les amener à prendre cette posture épistémologique relativiste par rapport à la connaissance? C'est-à-dire non pas c'est vrai parce que je te l'ai dit, mais parce que tout est contexte dépendant. On le voit beaucoup en médecine et sciences de la santé. Je vous donne un exemple, en médecine et sciences de la santé, souvent, il va y avoir des procédures qui vont faire en sorte qu'on ne va pas aboutir forcément au même diagnostic ou au même, à la même posologie, au même choix de traitement.
Et mes collègues de médecine, ils me disent souvent, ben, on va proposer les différentes procédures aux étudiants, et à la fin, il y en a toujours un pour dire, mais à l'examen, c'est laquelle que vous voulez qu'on vous propose? Et toi, tu te dis, non mais je porte un médecin, j'espère qu'il ne dira pas à son patient, alors attendez, à l'examen, le prof m'a dit, mais je pense que vous, ça irait mieux celui-là, mais à l'examen, c'était l'autre, donc je vais prendre celui-là. Ça marche pas dans la vraie vie, ça. Mais c'est l'angoisse de cette posture épistémologique vraie, c'est-à-dire, c'est vrai ou c'est faux. Mais en réalité, la vie, c'est ni noir ni blanc. C'est forcément un espèce de relativisme où tout est contexte dépendant. On n'aura jamais une seule bonne réponse. Elle n'est vraie que jusqu'à ce qu'on ait démontré le contraire. C'est d'ailleurs ça la science par excellence. Comment tout d'un coup, en enseignant de la science, on peut arriver à dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Je veux dire, un jour, on a décrété que Pluton n'était plus une planète, ben... Pourtant, avant, on disait que oui, mais à un moment donné, il y a des éléments qui nous amènent à réviser notre position. Et c'est ça qu'on veut travailler avec les étudiants, et c'est ça l'idée que l'approche par compétence peut nous amener. Alors, ok, c'est bien, vous vous dites, oui, c'est pas mal, je commence à avoir une idée que je peux, je dois bouger, mais je fais comment? Alors justement, c'est la question que je vous pose. C'est quoi finalement cette approche par compétence? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant avec tout ce qu'on vient de s'échanger? Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Apprendre à faire. Pardon? Apprendre à faire. Apprendre à faire. Donc il y a une idée effectivement de savoir agir. En effet, on va en discuter du savoir agir. Oui? Oui? Avant de construire un programme de formation, j'ai posé la question dont je parlais tout à l'heure, quelles sont les tâches cognitives de haut niveau qu'on vise et essayer d'appuyer moins sur les savoirs et plutôt sur ces tâches plus transférables, plus permanentes. Exactement. L'évolution des savoirs. Tout à fait. En fait, c'est réviser notre mode de fonctionnement, ça ne veut pas dire que des savoirs, on n'en aura pas. Ça veut dire qu'ils vont être une brique qui vont nous permettre de construire l'ensemble de ces tâches. Et dans vos métiers d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, d'ingénieurs pédagogiques, ce n'est pas juste des savoirs que vous mobilisez. Pensez à tout le reste de vos tâches, ce n'est pas juste des savoirs. C'est aussi un certain nombre de savoir-être, c'est des ressources internes que vous avez développées dans des espaces complètement différents, c'est des ressources externes sur lesquelles vous vous basez, c'est des collègues, c'est des ouvrages, c'est toute une série de choses en fait. Et c'est ça l'approche par compétence. Alors si on le regarde en le définissant aussi, pour moi, c'est une transformation curriculaire et pédagogique d'équipe. Curriculaire, ça veut dire de programme, donc quand tu parles de programme de formation, c'est exactement ça. C'est de le penser en collectif. Si on ne pense pas en collectif, ça ne fonctionne pas, l'approche par compétence. Je peux bien faire l'approche par compétence tout seul dans ma salle de classe, mais ça ne fait aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, avec Christine, on discutait justement du sens. Quel est le sens quand je pose une action pédagogique marquante, mais que tous mes autres collègues ne la regardent pas, ne l'écoutent pas, ne la prennent pas en considération? Mais souvent, c'est très difficile à vivre, parce que d'une part, tu bouscules les étudiants, et certains parfois se disent « T'as pas envie de faire comme les autres, parler, puis je vais écouter, ou plus ou moins écouter ?» C'est très difficile parce que tes collègues te bousculent. Ils disent « Mais pourquoi tu fais pas comme moi? Pourquoi c'est pas silencieux dans ton amphi quand j'entre? Comme maintenant, vous êtes bien. Ça n'arrête jamais. D'habitude, j'enseigne à des profs d'université, ça parle tout le temps. C'est relaxant de venir chez vous. » Mais c'est une vraie interrogation. Et ce collectif, c'est l'idée de passer justement de la pédagogie, c'est un profil bas, c'est quelque chose où on n'en parle pas dans nos réunions, à la pédagogie et l'approche par compétence, c'est une question d'équipe. Je ne pouvais pas passer sans le Canadien de Montréal. Vous comprenez, c'est quand même une question, c'est une question de responsabilité là, individuelle. Mais c'est vraiment en équipe qu'on va atteindre le développement des compétences chez nos étudiants. Ça ne veut pas dire que mon cours est moins important ou plus important que le tien. Ça veut dire que c'est nos cours ensemble. Et s'il y en a un qui effectivement pose question, on peut se dire, ben, ce cours aujourd'hui, dans la perspective telle qu'il est proposé, est-il encore intéressant ou porteur pour la construction de nos compétences? Ben, ça se peut que mon cours soit plus intéressant. Ou plus dans l'angle sur lequel je le donne. Puis c'est pas grave, c'est pas moi qui ne suis plus intéressant. C'est mon cours, c'est ma matière, c'est le contenu, c'est l'angle abordé,
Ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas intéressant. Il faut être capable de faire la différence entre mon cours et moi. Mon cours, il ne m'appartient pas, il n'est pas moi. C'est quelque chose que j'investis, auquel je participe, mais ça ne veut pas dire qu'un autre collègue ne pourrait pas le donner aussi bien, voire mieux que moi. Souvenez-vous que peut-être que dans la salle, j'ai un sachant qui en sait autant ou plus que moi. Je pense qu'il faut aussi être capable de laisser aller des choses et de remettre sur la table pour discuter. C'est sûr que si vous partez avec l'idée que ça m'appartient, puis ça, j'en discuterai pas, puis c'est impossible de le démonter, ça ne fonctionnera pas. Parce que l'approche par compétence, c'est accepter de mettre sur la table et de laisser aller des choses, de relativiser, de se dire, ben peut-être qu'aujourd'hui, c'est vers autre chose qu'on peut aller. Peut-être qu'il y a des choses qu'on doit questionner. Peut-être que introduction à l'audiovisuel en 2018, c'est plus très populaire. Peut-être que didactique de la morale au Québec, quand on l'a éliminé, c'était une bonne chose. La collègue qui lui donnait, par exemple, elle était très attachée à didactique de la morale. Et puis c'est devenu éthique et culture religieuse. Mais c'était ça aussi le mouvement. Après, on peut juger, il est bon, il n'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut transférer, qu'est-ce qu'on peut regarder, mais on ne peut pas rester statique dans un monde qui bouge. Forcément, on bouge. Et réinterroger nos cours, ça ne veut pas dire remettre en doute notre légitimité. Quand vous lisez un article d'un collègue qui a trouvé quelque chose qui va plus loin que vous, vous ne dites pas « Oh my God, c'est dégueulasse, lui il l'a trouvé, moi pas ». Tu te dis « Ben oui, super, voilà, tiens, c'est des résultats qui vont à l'encontre, qui appuient, qui… » Mais c'est la même chose avec l'enseignement. C'est pas horrible de se faire supprimer son cours, c'est pas horrible de diminuer ses heures. Ça nous amène à réinterroger collectivement. Maintenant, ça bouge notre individualisme, nous et nos habitudes et nos facilités. Mais c'est pas horrible, c'est une réflexion collective à avoir. Et parfois, c'est l'occasion de se dire, ben, peut-être qu'il y a des contenus ou des disciplines qui doivent être plus travaillées dans nos espaces de formation que ce qu'elles l'étaient il y a 20 ans, parce que, justement, les professions ont bougé. Ce qu'on peut proposer, espérer pour les étudiants, on voit bien qu'il y a une transformation. Et c'est là aussi que le monde de l'entreprise, au sens très large du terme, ou en tout cas le monde professionnel, nous amène aussi à gager des choses. Oui, je peux toujours former des étudiants en didactique de la morale, mais ils ne vont pas avoir d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun poste dans aucune école en didactique de la morale. Donc il faut aussi être un petit peu réaliste. Ça ne veut pas dire qu'on doit éliminer les sciences fondamentales, ça ne veut pas dire qu'on doit éliminer les espaces de réflexion, les questions philosophiques. Ça veut dire qu'on doit penser une construction qui fasse sens dans nos cours aujourd'hui. Et donc pour moi, ça veut dire que mon homo academicus, comme disait Bourdieu que je suis, et mon homo pédagogicus, c'est-à-dire celui qui fait cet enseignement, doit vivre avec ses collègues autour de lui. Et tu peux bien être mon ami le schtroumpf à lunettes qui se dit « c'est moi le boss », ça marche difficilement dans une collectivité aujourd'hui. On ne peut pas penser un programme de formation en s'imaginant être tout seul puis que tout le monde va organiser ses briques autour de nous. Ça ne fonctionne pas. Et c'est justement ça la grande différence de l'approche par compétence. C'est de ne plus penser des briques individuelles, mais c'est de penser le mur avant tout. De penser le mur puis de voir comment nos briques vont aller. Comme le collègue l'a mentionné, finalement, comment ce qu'on apporte va être constitutif de l'ensemble de ces tâches potentielles. Mais on n'en fera pas le tour complet parce que c'est impossible. Et ça veut dire un élément important qui est un changement de paradigme. C'est passer de mon paradigme de l'enseignement à un paradigme de l'apprentissage, à mettre l'étudiant au cœur aussi de cette construction, qui est à la fois une construction individuelle et collective. Ça veut dire que mon rôle comme enseignant change. Ça veut dire que mon enseignement, je vais être plutôt concentré autour des savoirs qui se construisent, plutôt que des savoirs uniquement donnés. Vous savez, quand vous donnez un premier cours, la première fois que tu donnes un cours, tu potasses, tu potasses, tu potasses, tu vas lire des articles, tu vas lire des chapitres de livres, tu vas écouter des vidéos sur YouTube, tu es full dedans. En fait, quand le cours est terminé, c'est toi qui as fait tous les apprentissages. Et puis, tu as retransmis une petite synthèse que tu as construite aux étudiants. Mais s'ils avaient vu, et en plus c'est insultant, la moitié du temps ils ne t'écoutent pas, et s'ils avaient vu la masse de travail de ce que tu as mis pour leur livrer ces 2 heures-là, mais ils seraient impressionnés. Mais la question c'est pourquoi c'est pas eux qui ont mis la masse de travail pour faire ça? Mais parce que souvent, on se dit, non mais ça va aller plus vite si je le fais moi-même. Ben, ça dépend. Moi, quand je fais faire aux étudiants, je trouve que ça va beaucoup plus vite pour moi. Mais effectivement, en fait, pour eux, ça va beaucoup plus vite.
Maintenant, ça ne veut pas dire cette qualité. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire sans jamais plus faire de cours où on livre du contenu. N'entendez pas ça de mon discours. Mais ça veut dire que si on était capable de les amener à construire parfois et pas juste être des receveurs, ben j'aurais peut-être un peu moins. Ah non, jamais eu de cours sur les courants pédagogiques, ta face ne dit rien. Puis mon collègue qui est beau bonhomme était très vexé que sa face ne dit rien. Sachant aussi la logique en matière d'apprentissage, où justement la question vient sur le transfert de situations inédites. C'est-à-dire ne pas amener l'étudiant à être ce photocopieur, mais l'amener plutôt à devoir travailler sur des situations qu'on a peu rencontrées. C'est en les construisant à de multiples reprises, en les mettant face à ça, qu'on va réussir à leur faire prendre conscience d'un développement de compétences. Alors, ça a été dit tout à l'heure par notre collègue, ça prend du temps, bien sûr. Construire, ça prend du temps. Mais une fois que tu t'es mis en place, il y a aussi des automatismes qui se créent. Vous savez que tous les programmes qui fonctionnent en apprentissage par problème, par exemple, où les étudiants vont travailler autour d'un problème flou et complexe et ils vont en faire plusieurs autour d'une discipline, la première fois, ça prend énormément de temps parce que la démarche est compliquée, les étudiants doivent la comprendre, le prof doit beaucoup la guider. Quand ils en ont fait 4-5, ils roulent complètement. Moi, je suis allée faire de l'observation en médecine sur l'apprentissage par problème avec des étudiants qui m'ont épaté, qui avaient un mode de réflexion hyper créatif, hypothétique, vraiment quasiment comme des chercheurs. Là. Ils posaient des hypothèses en disant « Ben attends, dans ce texte-là, moi j'avais lu ça, donc je pense qu'on peut poser telle hypothèse sur le problème et tel élément et tel élément. » C'était extraordinaire de les voir aller. Oui, ça prend plus de temps, mais on développe des automatismes, et par contre, la qualité de ce qui a été construit est beaucoup plus forte. Aujourd'hui, l'apprentissage par problème, il existe depuis les années 60 à McMaster, en Ontario, et les recherches qui ont été menées dessus démontrent qu'à court terme, les étudiants ont à peu près le même résultat en fait aux examens que les étudiants qui ont suivi un cursus traditionnel. Ils ont peut-être fondamentalement un petit peu moins de connaissances sur un certain nombre d'éléments, mais c'est relativement minime. Par contre, tous les employeurs mentionnent que d'une part, le gap à remplir en matière de connaissances, c'est beaucoup plus rapide que les étudiants qui ont plus de connaissances mais qui n'ont jamais fait de résolution de problème. Et donc ça, c'est intéressant aussi, parce que ça nous démontre que finalement, en leur ayant donné des stratégies d'apprentissage de haut niveau, on leur a appris à combler ce déficit de connaissances. On les a amenés à réaliser que la connaissance, c'était quelque chose vers laquelle il va falloir continuer à développer, parce qu'aucune de nos formations va les combler. Ça veut dire aussi, par contre, et on a parlé de l'évaluation tout à l'heure, qu'on est moins dans une logique de quantité et de bonnes et de mauvaises réponses, de répétition, mais plutôt dans une logique de qualité et de transférabilité. Ça veut dire, par contre, que ça peut nous questionner sur nos modes d'évaluation. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Et le temps pour corriger. Parce que ça aussi, c'est un vrai déterminant. Moi, je veux bien faire des dissertations à PACES 2500 étudiants en SHS. C'est moins réaliste, par contre, en matière de correction. En fait, c'est moins réaliste si c'est vous qui corrigez. À partir du moment où je fais de l'évaluation par les pairs et que chaque étudiant corrige 2 copies, ça devient moins réaliste. Vous savez, on a un collègue en biologie cellulaire, justement, qui a fait un test autour de l'évaluation par les étudiants. Ils évaluaient des présentations de leurs collègues. Eh bien, sur les 25 groupes qu'il a vu passer, honnêtement, les 5 premiers, les 5 derniers ont été classés exactement de la même manière entre les étudiants et les enseignants qui l'ont évalué. Exactement à la même position. Après, ceux du milieu, il y avait quelques changements, mais disons qu'il n'y avait rien où c'était oh my god, je lui ai collé 10 et l'étudiant lui a collé 18. C'est quand même intéressant parce que finalement, ça veut dire qu'ils sont presque aussi bons que nous pour évaluer. En même temps, on vous a appris à évaluer pour un jour? Il y a quelqu'un qui vous a donné un cours sur comment tu vas évaluer? Non. Donc finalement, ce que j'évalue beaucoup, c'est des bonnes réponses de contenu, parce que là, vous êtes plus spécialiste qu'eux. Mais une fois qu'un contenu égal, alors je ne vous dis pas de faire votre job par les étudiants, quoique ça pourrait être agréable jusqu'à un certain point, mais en tout cas, ça nous interpelle sur nos stratégies d'évaluation. Ça veut dire aussi que notre rôle, qui était celui beaucoup de l'expert, devient beaucoup celui du facilitateur, et ça prend du temps. Surtout au début, parce qu'ils ont quand même besoin de guide. Et donc c'est là qu'on met chronophage. Et puis le chronophage, il est sur le rôle des étudiants, parce qu'il passe du récepteur à celui qui va construire. Et là, en fait, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans la salle.
Ah oui, il y en a un. Oh, il y en a quelques-uns qui lèvent la main. Bonjour. Mais c'est qu'en fait, souvent, les étudiants, eux, ça les tente un petit peu moins, ce rôle de constructeur. Parce que c'est rough. Toute la journée, vous leur demandez de mettre l'épaule à la roue, puis de participer, de partager, de lever la main, de poser des questions, d'être en travail d'équipe. Tous les programmes où on a fait des recherches sur les apprentissages actifs, on a des étudiants qui disent « ce serait cool des fois un prof qui parle, c'est genre juste pendant 2 heures, histoire un peu qu'on relaxe ». Mais parce que c'est dur d'être tout le temps en questionnement, en réaction, en écoute, en mise en doute, c'est beaucoup plus demandant. Donc il y a aussi un gros travail d'accompagnement de nos étudiants dans l'approche par compétences. Il ne s'agit pas juste de dire « ok, maintenant vous allez faire des compétences ». Qu'est-ce que j'attends de vous dans cette approche-là? C'est quoi votre nouveau rôle? Puis comment on vous aide à l'adopter, ce nouveau rôle? Comment on retrouve finalement chacun notre espace? Et puis ça amène quand même une différence en termes de relations. Vous voyez beaucoup dans le paradigme de l'enseignement une logique un peu plus individualiste, compétitive, et où on voit, comme Karine l'a dit, quelque chose qui est plus entraide, interdépendance. Alors les programmes de médecine, vous savez, sont quand même très compétitifs, et on constate que dans ceux qui fonctionnent par l'approche par compétence et le collaboratif, les notes moyennes des étudiants augmentent tous. C'est-à-dire que même les étudiants les plus compétitifs dans le premier système ont de moins bonnes notes que quand ils sont en collaboratif. Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, ça veut dire que la courbe augmente pour tout le monde vers la droite en termes d'augmentation de la note en système collaboratif. Et ce n'est pas le cas en système plus traditionnel. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que même dans les formations compétitives, on va voir un intérêt de l'approche par compétence. Et là, c'est l'un des espaces où la recherche a démontré justement une rétention à plus long terme de l'utilisation de l'approche par compétence et de l'approche par problème. C'est-à-dire que 10 ans plus tard, on a des gens qui ont des connaissances ancrées, qui sont plus solides que par le système traditionnel. Et là, c'est une véritable plus-value. C'est quand même la démonstration que nos connaissances vont être intégrées. Alors, cette approche par compétence, c'est, vous l'aurez compris, un continuum entre le morcellement finalement et l'intégration, puisque la logique objectif cours disciplinaire est très morcelée, et la logique intégrative est cet espace où on est beaucoup plus en inter, pluri, trans, ça a été mentionné, disciplinaire. Et donc ça veut dire qu'on va essayer d'aller mettre le curseur avec l'approche par compétence plutôt dans cette logique d'intégration. Ça ne veut pas dire qu'on désintègre les cours et qu'ils n'existent plus. Ça veut dire qu'ils vont être mis en valeur différemment, en faisant les liens entre eux. Ça, les profs se plaignent souvent qu'on manque de temps. On coupe nos heures, on manque de temps. Quand on fait de l'évaluation de programme, on est parfois surpris de voir le nombre de contenus où il y a du... Je ne sais pas comment on dit en français, là, overlap. Redondance, oui, recouvrement. C'est incroyable de voir le nombre de cours qui, en fait, font les mêmes contenus. Alors, on a vu avec Monsieur Machin l'ADN, on le revoit avec Madame Bazar, on le revoit avec le vacataire Hôtel. Ah bon, vous l'avez vu? Ah bah oui, mais c'est ça que j'ai prévu. Donc, on va le revoir une 4e fois et tu te dis, mais coudons, il paraît qu'on manque de temps. Puis alors, parfois, vous savez, ces cours qui se contredisent. Où tu te dis, ah, ben le collègue vous a dit ça, mais c'est pas tout à fait ça dans mon angle. Mais en fait, ton angle, c'est exactement le même. Tu as envie de dire que ce qu'il a dit, c'est pas vrai. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux aussi quand l'étudiant met 2 fois le même travail. Et que toi, tu lui as mis 14 et que le collègue lui a mis 17. Il se dit, mais ça vaut quoi mon travail? C'est une vraie question. Vous savez, actuellement, je suis un programme de management à l'Université Laval, à distance, chez les concurrents. Ça m'arrive. Et dans ce programme, j'ai eu un cours l'hiver passé, puis cet été, je dis au prof, ah ben c'est parce que le travail que tu nous demandes de faire, j'ai déjà fait le même dans un autre cours. Et il m'a dit, ah ben c'est pas grave, au pire reprends-le. Ok. Donc je fais de la formation continue dans un programme de 18 fois 45 heures. Je trouve que c'est quand même étonnant d'avoir quasiment 2 cours sur la même thématique obligatoire. Il y a quelqu'un qui ne sait pas parler, là. L'idée de reprendre simplement le travail, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on dit de « oui, mais nos cours servent à construire un programme de compétences ». Ça ne fait pas de sens. Ça veut dire qu'on doit s'asseoir puis se dire « ok, peut-être que ce contenu-là, on peut le regarder sous 2 angles, mais il faut qu'on s'asseye, parce que là, on est en train de proposer 2 fois la même chose. C'est quand même interpellant. »
Et ça ne fait que 18 fois 45 heures. Imaginez dans les gros programmes le nombre de recouvrements. Et donc pour penser cet élément, ça veut dire qu'on va passer d'une part d'une logique d'approche par objectif avec une logique plus disciplinaire à une logique de parcours dans l'idée des compétences. Ça ne retire pas le disciplinaire, ça le regarde différemment dans cette logique de parcours, où finalement d'abord l'étudiant met ensemble les morceaux, comme des photos, il va finir par construire son mur, ou d'autre part, on explicite les relations entre les contenus. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Comment se lient nos cours? Qu'est-ce qui fait que quand tu passes d'un cours à l'autre, ça fait une logique, puis ça construit un parcours de formation? Pourquoi on a proposé tel cours à tel moment du parcours? Pas juste parce qu'on s'est dit oh my god, on a un trou ce semestre-là, on va mettre ce cours-là. Si c'est ça, on doit se poser des questions. Mais la majorité du temps, c'est parce qu'on a une logique en arrière. Logique qu'on n'explicite jamais aux étudiants. L'étudiant lui dit non, non, mais fais-moi confiance. Marche les yeux fermés, les mains dans le dos, puis je vais t'emmener quelque part. Il faut quand même avoir beaucoup confiance en vous. Hein. Les étudiants, ils sont quand même fins dans les faits. Ils ne savent pas où on les emmène, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire, ils ne savent pas très bien à quoi ça va ressembler, mais ils vous disent « j'ai confiance ». Justement, ils ont confiance. Proposez-leur des défis à la hauteur de leur confiance. Soyez justement l'occasion d'allumer des lumières, puis de dire « non, non, marche pas les yeux fermés, là. Regarde, sois critique, doute ». Dans ce que les étudiants prennent en note dans vos cours, 25% de ce qui est écrit sont des erreurs. 25%. Un quart de ce que vous avez dit, c'est pas ce qu'ils ont écrit. C'est inquiétant. Et après, ils vont dire « ah ouais, elle a dit que… » Et toi, tu te dis « mais j'ai jamais dit ça. » Pourquoi? Parce qu'on a cette attention qui bouge. Parfois, on a saisi un morceau, on a raté l'autre morceau, on n'a pas entendu, on n'a pas écouté, on a mal compris, et le discours a continué. Offrez ces moments de pause pour valider. Est-ce que vraiment il y a compréhension? Parce que finalement, ces compétences, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est un savoir-agir. Alors Tardif, il dit c'est un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes d'une famille de situations. Et donc dans cette idée de variété de ressources apparaissent bien évidemment notamment des connaissances. Donc connaissances et compétences, ça ne s'oppose pas. Une compétence n'existe que parce qu'il y a des connaissances en arrière. Donc les gens qui disent « oh là là, vous faites des compétences, vous n'avez plus faire de connaissances, ils vont être stupides », c'est pas possible, ça tient pas la route, ta phrase même ne fait pas de sens. Je m'excuse, ça me fâche, des fois je m'emballe. Mais ça fait aucun sens parce que pour être compétent, il faut que j'ai des connaissances minimales. Ça ne veut pas dire que je les ai toutes acquises sur les bancs de l'université. Ça veut dire que peut-être je vais en acquérir ailleurs dans d'autres espaces. Peut-être que mes compétences communicationnelles, c'est pas en étant assis sur les bancs de la fac que je les ai acquises. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas acquises et que je ne me suis pas basée sur des choses. Et il faut accepter qu'il y a une partie des compétences construites par les étudiants qui nous échappent. À la limite, tant mieux et heureusement. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, les êtres compétents qui sont assis devant moi, ils le sont aussi parce qu'ils ont développé des compétences en dehors des murs de l'université. Heureusement, c'est aussi toute la valeur ajoutée. Mais nous sommes là comme étant un espace, en tant qu'institution d'enseignement supérieur, pour les amener à en développer, celles qu'on a ciblées, qui nous semblent intéressantes et importantes. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les réviser à un moment donné. Ça veut dire aussi que cette approche par compétence, c'est dans la question d'un savoir-agir, de, vous voyez, combiner des savoir-faire. Donc un savoir-agir, ce n'est pas, entre guillemets, un simple savoir-faire. C'est pouvoir aussi combiner des savoir-être. Et c'est souvent les compétences les plus demandées par les employeurs et celles qu'on considère comme étant les moins développées chez nos étudiants à l'heure actuelle. La plupart des questionnaires de qualité, satisfaction des étudiants passés auprès des employeurs soulignent la difficulté des compétences relationnelles. Le travail en équipe, la créativité, le fait de pouvoir négocier, gérer les conflits, communiquer avec du public, c'est souvent des éléments qui reviennent comme étant peu faciles finalement. Pourquoi? Parce qu'on les développe relativement peu. En fait, les employeurs sont très contents des savoirs. La majorité vont vous dire « ah oui, il n'y a pas de problème, en matière de connaissances, ils sont bons ». Des fois, tu te dis « oh my god, la moyenne c'est 7, tu ne peux pas me dire qu'ils sont bons ». Mais en fait, si, ça leur convient. Mais toutes ces autres compétences qu'on travaille un peu moins et qui nous échappent un peu, là, par contre, ils vont souligner souvent une grande difficulté. Et puis,
Vous voyez que c'est l'idée aussi d'un acte, une action ou un geste professionnel générique auquel on veut préparer l'étudiant parce qu'on ne pourra pas les préparer à tout. Bien sûr qu'il y a des étudiants qui font médecine et puis qui choisissent au final d'aller vendre des assurances. Bien sûr. Si c'est le choix de l'étudiant, c'est son choix. C'est certain que nous l'avons préparé pour une gamme d'éléments. Mais ça se peut quand tu fasses sciences de l'ingénieur, et chez nous, le bureau d'accréditation canadien des programmes de génie a travaillé beaucoup la question des compétences ou des qualités de l'ingénieur en disant que notamment la communication, c'était important. Pourquoi? Parce qu'on voyait bien que sur le marché, il y avait de plus en plus d'étudiants qui allaient dans des bureaux conseils. Et dans des bureaux conseils, en sciences d'ingénieur, il s'agit aussi de parler à du public. Et ça devenait un vrai problème. Ils étaient très bons pour discuter entre eux. Le problème, c'est quand tu parles à quelqu'un qui est pas ingénieur, il ne comprend rien. Il se disait, mais c'est pas viable à long terme. Donc oui, le milieu du travail, il amène aussi une transformation de nos pratiques. Vous savez, moi j'ai commencé par psycho dans mon parcours à Louvain-la-Neuve en Belgique. Quand j'ai fait psycho, la mode c'était d'aller faire psychologie organisationnelle. Tout le monde faisait psycho-organisationnel. Les entreprises ouvraient les portes à dire « Ah, c'est important d'avoir un psychologue organisationnel ». Vous pensez bien que les collègues qui sont sortis 5 ans plus tard, après, de psycho-organisationnel, le marché avait déjà été complètement saturé. Donc il y a toujours une évolution, bien évidemment, de nos espaces de formation. Ça veut dire aussi que dans cette logique-là, le savoir agir a un certain nombre de caractéristiques, comme son caractère heuristique, le fait qu'il ne peut pas être automatisé. Un savoir agir, ça ne le sera jamais, c'est toujours en redéfinition. Il ne peut être exercé en dehors d'un contexte et il nécessite de considérer donc une multitude d'éléments en concomitance. C'est ça toute la complexité de la compétence. C'est justement pas d'être un geste répétitif. Et c'est à ça qu'on prépare les étudiants. Ça veut dire que parfois il y a des savoirs plus simples, il y en a d'autres plus complexes, mais c'est ça qui va construire finalement la logique de la compétence. Avec, vous le verrez, et je vous laisserai évidemment le document pour ceux qui le souhaitent, mais une série de caractéristiques autour des compétences, donc avec un caractère intégrateur, combinatoire, développement, un caractère contextuel et un caractère évolutif. Et ces éléments-là qui vont caractériser vos compétences, c'est aussi l'occasion de lire votre programme en vous disant, est-ce que les compétences qu'on a formulées, elles nous permettent d'être lues avec ces différents éléments? Est-ce qu'elles comportent l'ensemble de ces caractères? Alors vous savez, ce qui est difficile avec les sciences humaines et sociales, c'est que tu n'as jamais de bonne réponse. Si vous écoutiez mon collègue Jean-Claude Coulet, à Lyon, vous n'entendriez pas la même chose, parce que c'est toujours une science qui est en développement. C'est un concept sur lequel nous, francophones, avons beaucoup de mal à nous entendre. Vous savez, les anglophones sont beaucoup plus pragmatiques. Ils ont pris une définition, puis c'est celle-là, puis ça s'arrête là. Nous, on est beaucoup dans les discussions. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un cadre. Quel est le cadre que l'UBO choisit? Et à partir de ce cadre-là, eh bien, on s'enligne pour construire autour de ça. L'idée, c'est d'offrir justement un espace de cohérence. De dire, ben oui, chez nous, c'est comme ça qu'on aborde la question. Et ça peut se faire différemment. Il n'y a pas de bonne manière de faire de la compétence. C'est pas ça, c'est bien, c'est compétent, puis ça l'est pas. C'est comment ce qu'on propose répond finalement à cette définition du savoir-agir complexe qui amène la mobilisation des ressources externes et internes de familles de situation. Comment j'amène l'étudiant à travailler ça? Alors, comment on fait ça? Est-ce que vous avez une idée de comment on peut faire ça dans vos pratiques, des choses que vous voudriez déjà partager? C'est une mobilisation, c'est engager un profil socio-cognitif autour des personnes qui sont autour de nous. Parce qu'on se rend compte que dans certains métiers, on va avoir le même métier, mais on n'a pas la même fiche de poste. Tout à fait, tout à fait. C'est déjà à partir de ça, pour à un moment donné, pouvoir construire des différentes compétences du métier. Et c'est pas parce qu'on est 15 dans la salle que pourtant le même métier, mais on n'a pas tout à fait les mêmes compétences. Tout à fait. Pourtant, on va repartir 30 km plus loin dans une entreprise d'à côté, et ces compétences-là, on en aura besoin. Oui. C'est ça qui est important. Complètement. Un complément? C'est toujours le danger de la bonne réponse. C'est une petite blague. Mais vous avez raison, en fait. Cette complexité autour de comment on les amène à développer et comment on peut le regarder sous différents angles, c'est aussi la démonstration pour nous que ça veut dire qu'on doit le penser à tous les niveaux de notre enseignement. Vous, comme enseignant, enseignant-chercheur, vous avez dans votre tâche d'enseignement une série d'activités à produire. Et parmi celles-ci, il y a planifier, intervenir dans nos espaces,
que ce soit en ligne, en présentiel, sous différents formats, et évaluer. Et une chose importante, c'est l'idée que ça soit cohérent. C'est ce qu'on appelle en réalité en pédagogie, derrière un gros mot, cette idée d'alignement curriculaire et pédagogique. Et c'est exactement ce que vous avez cité dans l'idée de, finalement, quelles sont les compétences et comment ce qu'on met en place va nous permettre de développer ces compétences et comment je vais les évaluer. Je vous donne un exemple qui est un exemple facile, mais qui me semble éclairant. Si j'ai envie d'amener l'étudiant à développer sa compétence communication et que l'activité que je propose, c'est participer à un débat, puis que finalement, ma méthode pédagogique, c'est un cours magistral sur le débat de Platon à Macron. C'est la bonne 16, hein? Ça marchera moins après. Puis que mon évaluation, c'est un questionnaire avec des questions à choix multiples. Ben en fait, je ne sais absolument pas si Karine, qui a eu 14, a développé ma compétence communication. Je sais qu'elle est bonne pour répondre à des questions de choix multiples sur le débat, mais je ne sais pas si elle a développé la compétence. Et ça, c'est interpellant. Et ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, mais ça nous amène à relire l'ensemble de nos programmes et l'ensemble de nos cours avec cet outil très simple d'alignement curriculaire et pédagogique. Si vous relisez votre cours, il y a des fois où vous allez vous dire « Oh my God, il y a des éléments que j'annonce en matière de développement de cibles de formation, mettons qu'ils soient formulés sous forme d'objectifs de compétences ou autres, que je n'évalue jamais. » Mais vous savez, les étudiants, eux, sont très futés. Ça fait longtemps qu'ils l'ont repéré, que vous ne l'évaluez pas. En général, ils se disent « Ça ne sert à rien, travaille-le pas, ça ne tombe jamais à l'examen. » Et c'est très intéressant. Parce que finalement, ça nous amène à réaliser qu'on est souvent désalignés. Et ça, c'est un outil très simple pour voir si les compétences qu'elles développent, en effet, elles vont nous amener à être mobilisés dans nos classes de manière diversifiée et à propos, et évalués de manière diversifiée et à propos. Et en ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de cours magistral, mais ça veut dire qu'on ne peut pas avoir que des cours magistraux pour pouvoir développer des compétences. C'est juste pas possible si on regarde en matière de logique de pensée, c'est pas possible d'avoir développé l'ensemble des compétences à travers des cours magistraux. Donc ça veut dire que ça nous amène aussi à diversifier nos approches. Mais là, à nouveau, il n'y a pas de recette magique. Souvent, les enseignants et les enseignants-chercheurs, vous savez, c'est pas qu'ils ne veulent pas changer, c'est qu'ils ne peuvent pas, au sens de, ils ne savent pas ce qui existe d'autre. On va quand même se le dire franchement, si on est ici, c'est parce qu'on a réussi dans le système. Grâce à lui ou malgré lui. Mais vous et moi, nous sommes des produits du système. Soit vous avez l'intelligence et vous êtes passé entre les mailles du filet parfois, soit vous avez bien décelé en disant « ce qu'elle attend, elle, c'est ça. Ce qu'il attend, lui, c'est ça. » Et vous avez adapté vos stratégies. Et donc, c'est parfois difficile de remettre en doute un système qui nous a si bien convenu. Vous savez, les enseignants qui débutent, on va souvent parler d'hérédité pédagogique. C'est-à-dire que soit ils font exactement ce qu'ils ont vécu parce qu'ils ont réussi, ils se disent ça marche bien, soit ils font complètement l'inverse parce qu'ils se disent mon Dieu, mais quelle horreur, j'ai jamais envie de faire ça. Puis si vous vous dites ça ne s'applique pas à moi, pensez parmi vous ceux qui encadrent des mémoires et des thèses. Souvent tu encadres ou comme ton directeur parce que tu as bien aimé, ou à l'inverse de ton directeur parce que tu n'as pas bien aimé ce qu'il t'a proposé. Et c'est tout à fait logique, on se construit toujours dans cette logique-là. Et c'est pour ça qu'au début, c'est difficile de transformer nos pratiques et que si on veut le faire tout seul, ça devient impossible. Parce que tu fais partie d'un groupe d'appartenance. Tes collègues, c'est un groupe d'appartenance. Si tu vas complètement à l'encontre du courant des collègues, ben forcément, tu ne trouves pas ta place. Donc si on pense l'approche par compétence dans une logique individuelle, ça ne fonctionnera jamais puisqu'on a besoin du collectif pour faire partie de ce groupe d'appartenance, pour ne pas aller à contre-courant. Vous savez, les jeunes maîtres de compte qui sortent, souvent les gens nous disent « Oh ben ça doit être ceux les plus faciles à déplacer en matière d'approche pédagogique. » En fait, c'est complètement l'inverse. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'appartenir à ce groupe où ils viennent d'être engagés. C'est pas le moment de leur dire « Oh non, mais fais pas comme tes collègues, ce qu'ils font, c'est poche. » Surtout pas! Tu veux qu'ils meurent? Non, ils ont besoin de coller et de dire « C'est super, j'adore. » Et recevoir des notes de cours auxquelles ils se disent « Je comprends rien, comment je vais enseigner ça. » Mais ils doivent! Et tous ceux qu'on a interviewés, ils disaient « Non, mais je peux pas dire à mon collègue « Tu sais, je trouve que ton cours, c'est vraiment de la merde. » Non, pendant 3 ans, je vais l'endurer en disant aux étudiants « Oui, je peux comprendre que certaines choses ne soient pas claires. » Non, tu leur diras jamais que c'est pas bien, parce que c'est ton groupe.
Tu as besoin d'être dans ce groupe pour être capable d'en sortir puis de dire « Tiens, on pourrait réinterroger nos pratiques ». Pour avoir la légitimité de dire ben, « Peut-être que je doute un peu du matériel que tu proposes aux étudiants. » Parce que tu ne dis pas à ton directeur de labo « Non mais c'est nul, quand les étudiants sortent de ton cours, ils n'ont rien appris. » Donc tu ne le dis pas, tu le penses très fort. Ou tu déposes un papier anonyme. Non, je n'ai jamais fait ça. Mais au début, c'est pas facile. Tu as besoin d'être légitime et de t'être affirmé. Par contre, plus je bouge en collectif, plus c'est facile de dire ça. Parce que je fais partie de ce collectif où je suis capable de dire ben, peut-être que ce qu'on propose à l'heure actuelle, ça nous amène difficilement à... Ah, peut-être qu'on voit que les employeurs, dans le dernier sondage, qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant? Ça réinterroge, mais ça veut dire, à nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, accepter de tout remettre sur la table, y compris mon cours, y compris mes pratiques. Ça veut dire aussi, on fait comment? Ça veut dire penser des situations d'apprentissage spécifiques, des situations authentiques et signifiantes, qui se basent sur des situations réalistes du marché du travail et qui font sens. Vous savez, j'ai un collègue burundais, il me dit tout le temps, tu sais Christelle, quand j'étais petit, on a appris le calcul des vitesses avec des trains. Un train roule à 100 km/h, un train roule à 60 km/h, à quel endroit de la ville? Parce qu'ils avaient des manuels français qui revenaient beaucoup. Puis il me dit, la première fois que j'ai vu un train dans ma vie, j'avais 21 ans. Il dit, tu sais, leur truc de train, j'étais comme, mais c'est quoi un train? Puis il dit, l'enseignant, il savait pas plus que moi ce que c'était qu'un train, donc on avait cherché dans un dictionnaire une image. Mais tu sais, il dit, ça faisait aucun sens. On n'en avait pas de train, on n'en avait jamais vu de train, on n'avait jamais pris le train. Avouez que c'est interpellant. Alors, l'exemple vous semble gros. Il y a quelques années, je suis allée faire de la supervision d'étudiants en salle de classe, des futurs profs. Une étudiante qui enseigne, je ne sais plus, c'était un cours de grammaire avec l'accord du participe passé. Et dans les exemples qu'elle prend, l'élève, en fait, doit choisir, vous savez, il y a une liste de mots, puis il doit choisir le bon mot dans la phrase. Compléter, là, c'est un espèce de texte à trous. Donc, tu as la liste, et puis au fur et à mesure que tu mets les mots, bah, à la fin, il ne reste plus qu'un mot, comme tu ne sais pas. Et tous les élèves avaient laissé « J'ai le gramophone ». Québec, 2017. Un enfant de 6 ans. Tu sais, il est né après les années 2010. Un gramophone. Donc, je dis à l'étudiante, « Ah, tiens, est-ce que tu trouves pas ça étrange que tous les élèves ont laissé le dernier mot ?» Elle dit « Ah, je sais pas. » Donc là, je trouve ça un peu, je dis, c'est pas un gramophone, ma chouette. Et elle me dit, j'ai photocopié la page de Grévis. Je comprends bien, ma louloute, mais ça fait pas de sens si toi, tu sais pas ce qu'est un gramophone. Alors je lui dis, c'est quoi le verbe? Elle dit, ben, c'est allumer. Ok, donc c'est quoi un gramophone? Un truc électronique. En fait, l'étudiante n'a aucune idée de ce que c'est. Extraordinaire. Elle emploie un exemple, elle ne sait pas ce que c'est. Mais elle a photocopié la page de Grévis. Elle me dit, oui, mais Grévis, c'est bien. L'enseignant de grammaire nous a dit que c'était bien. Oui, mais ça fait pas de sens, ça n'est pas significatif. Autre élément, c'est l'idée, on l'a dit tout à l'heure, du multi, du trans, de l'interdisciplinarité. Plus vos situations vont être ouvertes sur des problèmes complexes, plus on va se poser la question de se dire « Oui, mais attends, c'est pas des petits saucissons. Quand je vois le patient, c'est pas un mini saucisson en petites tranches Ah, toi, je te parle juste de ton foie, toi, je te parle juste de tes poumons, toi, je te parle juste de ton cœur, toi, je te parle juste de ton système urinaire. » Ça marche pas. On peut pas fonctionner comme ça. Tu es un humain au complet et il y a potentiellement des problématiques qui se parlent et qui entraînent des problématiques sur un système ou sur l'autre. C'est justement ça, la complexité. Qui provoque un déséquilibre cognitif. Tout à l'heure, on l'a abordé sans dire ce mot-là, mais le déséquilibre cognitif, c'est l'idée justement que ça va remettre en doute mes certitudes. La recherche nous a montré que c'est dans le déséquilibre que les étudiants apprennent le mieux. Le déséquilibre, c'est quand tout d'un coup tu te dis « Oh mon Dieu, mais ça va complètement à l'encontre de ce que je pensais, ça, attends là... » Et tu es là, et tu te dis « Ouh, ouh, ouh !» Ce qui est important, par exemple, c'est à un moment que vous quand même rééquilibriez, pour que l'étudiant, à un moment donné, puisse remettre ses deux pieds au sol. Puis, vous savez, il y a une étudiante qui avait défini l'apprentissage par problème en disant, j'avais trouvé l'image très intéressante, elle disait, ben, on est tout le temps au-dessus du précipice, le prof nous pousse dedans, puis après on arrive en bas, on se dit, ok, c'est bon, je suis stabilisé. Puis il arrive par derrière et paf, il nous pousse dedans. Et c'est exactement dans ces déséquilibres que tu construis. C'est un peu violent comme image, mais on est en sciences de l'ingénieur, hein, c'est un peu violent par principe. Donc, c'est l'idée que justement je ne m'assois pas sur mes certitudes cognitives. Ça me remet en doute dans ce que je crois,
dans mes façons de penser, c'est justement là que le creux se fait. Et dans l'approche par compétences, ça amène l'étudiant à vivre ses vagues. Il y a des compétences sur lesquelles je peux m'appuyer, ça m'amène à travailler de nouveaux contenus, de nouvelles compétences, et ça m'emmène, et ça me fait douter. Mais c'est ça la science. La science, c'est douter. Le jour où, comme chercheur, vous croyez fondamentalement à l'ensemble de votre message, mais vous n'êtes plus un scientifique. C'est justement dans votre doute que vous nourrissez le chercheur en vous. Et c'est ça qu'on veut amener l'étudiant. C'est à nourrir ce doute, à aller valider, à jamais prendre pour acquis, à se dire, ok, attends, mon déséquilibre, c'est là que je vais creuser des nouvelles choses. Quand je suis tout le temps en équilibre, tu sais, quand tu t'assois dans une conf où ça ne remet rien en doute, tu t'assois, t'écoutes, puis tu es content à la fin de la journée. Mais quand tu réfléchis à qu'est-ce que tu as appris vraiment, ben tout d'un coup, tu n'es plus si sûr. Alors, autre élément, c'est favoriser la métacognition. On en a parlé tout à l'heure avec Christine. C'est un grand mot pour dire que tu vas réfléchir à tes stratégies. Vous savez, les étudiants, parfois vous les rencontrez, puis ils vont vous dire « Je comprends pas, j'ai échoué à l'examen, puis j'ai bossé. » Et toi, tu te dis « Ouais, c'est ça, tu as bossé. » Mais en fait, oui, il a vraiment bossé. Il a juste pas bossé de la manière que vous considérez comme étant adéquate pour atteindre votre cours. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien saisi les finalités. Alors parfois, ils apprennent des trucs par cœur. Et tu dis, mais ça ne sert à rien. C'est pas ça qu'il fallait faire. Puis parfois, il y a des étudiants qui s'enfoncent dans leur processus. Ils reproduisent le même indéfiniment dans tous les cours. Forcément, ça finit par ne pas fonctionner. Réfléchir à tes stratégies, c'est de dire, ok, quelles sont les finalités et qu'est-ce que je dois mettre en place pour l'atteindre? Peut-être que chez certains, il y a des bouts de par cœur à faire, mais peut-être qu'il y a des endroits aussi, c'est mieux comprendre les processus et les mécanismes. Quand je suis étudiant et que je suis en TP, si ça fait 10 fois que je fais le même exercice et que j'ai compris, c'est bon, j'ai pas besoin d'en faire 50, je peux passer à une série suivante, à quelque chose qui m'amène à autre chose. L'étudiant qui n'a pas compris, il faut aller chercher pourquoi il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Puis tout à l'heure, on discutait avec Christine, elle vous en parlera, je pense, dans son témoignage, mais des étudiants qui, parfois, manquent un petit peu d'originalité. Ils reproduisent ce qu'ils ont vécu parce que c'est le plus facile. Mais réfléchir à tes stratégies, c'est vraiment plus compliqué. Mais c'est comme ça, à nouveau, que nous, chercheurs, on fonctionne. Tu ne reproduis pas ton expérience indéfiniment en disant « elle marche pas, elle marche pas, elle marche pas ». Ah, ça marche vraiment pas. Il y a un moment donné où tu te dis « ok, il faut que je change mes paramètres, là. » Si je veux dire, tu peux pas fonctionner comme ça. Ben, l'étudiant, parfois, dans ses stratégies, fonctionne comme ça. Mais il fonctionne comme ça parce qu'on lui a appris que ça marchait bien. Parce qu'au primaire, il a fonctionné comme ça et on lui a dit c'est bien. Vous savez, on veut des étudiants autonomes. Et depuis qu'ils ont 6 ans, on leur dit assieds-toi là, fais une marge à droite de 3 cm, écris ton nom en haut à gauche, la date en haut à droite, sur ligne. Oh, ils ne sont pas autonomes. Ben, c'est clair, on n'a surtout pas voulu qu'ils soient autonomes. Comment tu veux qu'ils soient aujourd'hui? Donc, c'est aussi une réflexion à mener. Ils ne font pas leur lecture. Ben oui, mais avant, personne n'aura jamais demandé de lire. On leur faisait des petites synthèses. On leur disait, lis de la ligne 3 à la ligne 18. Est-ce que tu trouves que c'est bien expliqué? Ben oui. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Non, c'est mal expliqué. Est-ce que vous trouvez que ce que je viens de vous dire, c'est intéressant? Aucun de vous va lever la main et dire, non, c'était nul, en me regardant. Personne. Soyons réfléchis dans ce qu'on met de l'avant aussi. Ce sont des éléments à travailler avec eux, la métacognition. Et on va en parler dans la question du portfolio, par exemple, tout à l'heure avec Christelle. C'est important d'y réfléchir. Permettre de fournir de la rétroaction sur la progression, c'est ça aussi, dans l'approche par compétences. Où est-ce que tu en es du développement de tes compétences? Comment tu progresses et comment je fais en sorte que tu continues à progresser? C'est pas normal que tu stagnes. Qu'est-ce qui fait que tu stagnes? Qu'est-ce qui fait parfois que tu dégraisses? Vous savez, on a des étudiants qui commencent en première année et tu as l'impression qu'en troisième année, ils sont moins bons qu'en première année. Alors parfois c'est vrai, mais ça veut dire aussi que notre système est à réinterroger. Mais ça veut dire aussi qu'on doit les amener à voir cette progression. Comment je les amène à développer leur regard sur la progression et comment moi, je peux regarder comme enseignant leur progression des apprentissages. Et puis ça veut dire aussi de permettre aux enseignants de modéliser leurs expériences professionnelles. La plupart des enseignants en ont, soit par leur milieu de recherche, soit par des partenariats qu'ils font avec des entreprises, soit parce qu'eux-mêmes, ils ont eu une expérience professionnelle, soit parce qu'on accueille des collègues avec des expériences professionnelles dans nos espaces. Bénéficions de ça. Partons justement de ces exemples concrets. Vous savez, au début à l'université, chez nous, quand on a engagé
des collègues vacataires, notamment dans le domaine du droit, c'était pour avoir des collègues qui venaient avec une expérience professionnelle, qui pouvaient dire « Ah ben oui, mais dans le monde du travail, la loi, comment on l'interprète, machin chose. » Et puis quand ils passent les murs de l'université, ils se disent « Oh là là, maintenant c'est sérieux. » Alors, je vous explique la loi. Et là tu te dis « Mais pourquoi il n'a donné aucun exemple ?» Et le collègue, il répond « Mais à l'université, j'ai mis de l'avant de la théorie. » Mais c'est exactement l'inverse de ce pourquoi on t'a engagé. Mais on ne lui a jamais dit. Et vous savez que les étudiants les réclament, ces collègues-là, qui viennent avec de l'expérience professionnelle, avec des exemples, avec des idées, qui vont parfois dire « Oui, mais attendez, il faut aussi relativiser. Là, dans la théorie, tac, tac, tac. Mais si on le regarde dans la pratique, c'est le cas en sciences de la santé. Une infirmière, elle a des protocoles bien beaux, bien lents, bien machin, mais parfois, elle est à sa 27e heure de garde. Alors c'est vrai qu'il y a des coins ronds qui se tournent. Mais ça veut dire aussi qu'on doit préparer nos étudiants à des contextes différents. Et puis quand je suis avec une mère monoparentale qui parle presque pas français, ou quand je suis avec un monsieur de 90 ans, j'ai pas le même type d'approche. Je vais avoir forcément une adaptation au contexte. Et ça, c'est la modélisation par l'enseignant. Et elle est là, la valeur ajoutée de l'enseignant. C'est pas un DVD qui va pouvoir leur dire ça. C'est pas la vidéo YouTube, c'est vous. C'est vous avec votre expérience. Et elle est là, toute notre valeur ajoutée dans l'approche par compétence. Et là, on va emmener notre étudiant, finalement, du novice à l'expert. Évidemment, on ne devient pas expert en sortant de l'université. Heureusement, vous êtes expert de vos domaines parce que vous le pratiquez depuis longtemps. En fait, souvent, on va définir qu'on espère amener nos étudiants à compétents et définir là ce que nous, on met derrière notre socle de compétences. C'est là toute la valeur ajoutée de ce qu'on peut faire. Mais c'est une transformation progressive qui va continuer dans le temps. Alors, dans le on fait comment, ça veut dire aussi des stratégies pédagogiques diversifiées. Je ne veux pas vous donner un cours sur les stratégies pédagogiques parce qu'il y en aurait beaucoup que je pourrais présenter, mais je vous en ai listé quelques-unes au sens de méthodes actives. Évidemment, vous n'y trouverez pas l'enseignement magistral, vous le connaissez. Vous n'y trouverez pas l'exercitation, le TP, vous le connaissez. Je n'ai pas besoin de vous parler de méthodologie pédagogique ou de méthode pédagogique et stratégique, vous connaissez. J'ai envie de vous ouvrir vers des idées. Vous dire qu'on peut faire les choses autrement et aussi bien, mais à certaines conditions. Et c'est justement aussi de ça dont j'ai envie de vous parler, les conditions du comment. Parce que ça veut dire accepter de revoir mon évaluation. Et ça, pour les établissements, parfois, c'est pas facile parce qu'il y a des disciplines où l'évaluation a des obligations. On a des collègues dans certaines facultés où on dit « Ah oui, non mais c'est très important, il faut un examen écrit final à question ouverte. » Tout d'un coup, ta marge de manœuvre, elle est un petit peu moins grande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça nous demande de louvoyer pour pouvoir tourner autour. Ça veut dire penser l'évaluation comme faisant partie du processus d'apprentissage. Pas juste comme un vérificateur de connaissances, mais comme vraiment un moment de processus où on va travailler en évaluation continue. C'est comme ça qu'on va voir la progression. Mais ça veut dire que le contrôle continu, il ne devient pas juste une somme de petites notes qu'on ajoute, il prend sens dans la progression autour des compétences. Et ça veut probablement dire aussi, pas juste dans notre cours, mais dépasser notre cours. Ça veut dire aussi penser des modalités différentes, auto-évaluation, évaluation par les pairs, la question de l'autorégulation, sont tous des éléments qu'on va pouvoir travailler, et une porte d'entrée qui est celle du portfolio dont Christelle parlera tout à l'heure, parce que c'est vraiment cette idée de continu dans les compétences. Alors juste pour vous illustrer ce petit bout de discours, vous montrer que finalement, partons d'un référentiel, voilà celui par exemple chez mes collègues de génie électrique et informatique, où vous voyez qu'il va y avoir des référentiels de compétences, toute une série d'évaluations en fait qui sont proposées. Évaluer des compétences, c'est forcément faire plusieurs évaluations pour pouvoir valider. Alors si vous regardez dans leur parcours complet, vous voyez que l'étudiant va avoir à la fois des évaluations en équipe, à la fois des évaluations en individuel, et sur toute une série d'activités évaluées. Est-ce que ça veut dire qu'ils évaluent plus ou plus souvent? C'est vrai, ils évaluent peut-être plus souvent, mais surtout très différemment. C'est-à-dire que plutôt que faire du bonne réponse, ils sont plutôt dans la logique de la démarche. Ça veut dire aussi qu'il y a des étudiants qui ont compris la démarche et qui peuvent très bien évaluer parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir uniquement la bonne réponse. Ils ont saisi ce qui est en arrière.
Et là, on devient dans une logique intéressante de partage. Alors juste pour vous illustrer ça quand même en termes de pratique, est-ce qu'il y en a parmi vous déjà qui ont des pratiques en matière d'approche par compétences? Il y a quelqu'un qui dit oui mais qui fait comme ça? Oui? Allez-y. Oui? Oui. Oui. Quelle est l'urgence d'abord? Oui. Et bien souvent, l'urgence, c'est d'avoir rassuré la personne, la mettre dans la condition d'apprentissage et après, éventuellement, proposer un apprentissage. Donc, voilà, on est en train d'essayer de fonctionner comme ça. Et du coup, au niveau des étudiants, effectivement, on n'est pas sur le savoir en disant dans tel type de handicap on fonctionne comme ça, parce qu'il n'y a pas de recette. Voilà. Mais on est obligé de raisonner autrement. Et en fait, c'est un changement de raisonnement, exactement, comme vous le dites. Nos pratiques, c'est souvent un changement de raisonnement. Et je suis certaine que si on creusait avec tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin, il y en a plusieurs d'entre vous qui diraient ben moi je pense que je fais des boîtes. Et l'idée ici de la journée, c'est de se fédérer, de se mettre ensemble et de dire mettons finalement tous nos petits bouts ensemble, puis plutôt que voir des petites tranches, comment on voit notre saucisson complet? C'est qui maintenant? Je ne compare pas l'étudiant à un saucisson. Soyons clairs. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? En commençant cette phrase, je me suis dit qu'elle allait mal finir. Alors, je passe à mon exemple très rapide que je voulais vous montrer pour vous donner un peu de matière et puis surtout pour faire des liens avec ce que vous allez voir et entendre entre ce matin et cet après-midi. L'exemple, c'est celui d'un programme, vous le voyez, qui se construit en fait en poupée gigogne, programme en enseignement supérieur, un premier micro-programme pédagogie de l'enseignement supérieur offert, un deuxième en pédagogie avancée et puis un diplôme en enseignement supérieur. Et ces programmes sont construits dans une logique de progression. Et pour commencer, je vais vous parler du premier, parce que voilà, il fallait bien commencer quelque part, et comment on l'a pensé dans une approche par compétence pour que ce soit pragmatique. Alors, d'abord savoir que, comme dans tout, on avait un contexte avec lequel on fonctionne, on ne part jamais de nulle part, et c'était l'idée d'un programme en formation format hybride, synchrone et asynchrone complètement à distance, dans une logique d'approche programme, avec une approche par compétence sur laquelle on avait décidé d'aller, s'inscrivant dans le paradigme de l'apprentissage. Donc souvenez-vous ma colonne de droite tout à l'heure, c'est-à-dire en prenant en compte l'ensemble des caractéristiques du paradigme d'apprentissage, et dans une démarche qu'on appelle de Scholarship of Teaching and Learning. Ce sont des programmes donc, pour des enseignants d'exercice, donc il nous fallait absolument partir de leur pratique professionnelle et penser ça dans une logique de développement professionnel. Alors, on s'est dit, il nous faut des cadres. Je vous passe tous les moyens pragmatiques qu'on a mis en place, mais juste pour vous montrer en simplifié le processus qu'on a suivi pour y aller. D'abord, on a fait une analyse de notre contexte en se disant d'où on part et où est-ce qu'on veut aller. C'est quoi la valeur ajoutée de notre programme? Et là, on a défini, finalement, on a élaboré cette vision commune de ce qu'on pourrait appeler notre profil de sortie. Là-dedans, on a parlé des compétences, des connaissances, des valeurs, des attitudes, de dire qu'est-ce qu'on attend de ces étudiants qui viennent. C'est quoi le socle commun sur lequel on s'entend, tout en sachant qu'ils ont des expériences différentes et qu'ils auront des expériences différentes, puisque disciplinairement parlant, ils viennent de 9 facultés possibles et d'une multitude de disciplines, sans compter les conseillers, ingénieurs pédagogiques, personnes spécialisées en formation tout au long de la vie qui viennent dans le programme. Donc, il nous fallait définir ça. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a eu des belles discussions sur les valeurs communes autour desquelles on s'entendait. Et l'idée, c'est pas d'avoir 12 valeurs, c'est d'en avoir 3-4 et de se dire celles-là, elles vont être le ciment de ce qu'on va faire. Et quand on révise le programme, quand on revient à la question des valeurs. On les maintient pas, on les bouge pas, parce que c'est pas immuable. Mais on s'entend sur ce socle commun, exactement comme ça a été expliqué tout à l'heure par notre collègue. Et puis ça nous a amené effectivement à cerner au cœur des professions les actions professionnelles à poser et à se dire, mais dans le commun, qu'est-ce qu'on va voir chez ces gens comme action professionnelle? Qu'est-ce qui va se différencier? Qu'est-ce qui semble être des fondamentaux? Comment on va pouvoir offrir des activités qui vont essayer de nourrir
chacun leur discipline, avec des gens aussi qui potentiellement parfois bougent au sein de leur domaine, sont en reconversion thématique ou changent de métier. Ils étaient enseignants-chercheurs, ils deviennent conseillers pédagogiques. Comment est-ce qu'on les amène à vivre cette logique-là, ou en tout cas à les rendre concomitants. Et on a détaillé en fait les tâches autour de cette question de chacune des actions professionnelles. On a essayé de lister tout ce qui nous semblait au départ quasiment exhaustif dans un brainstorm pour se donner des idées. Et là on s'est dit, ben, tout ça, ce sont des bases d'activités en situation authentique. Si on considère que ce sont des actions professionnelles, comment on peut les transformer en actions, situations d'apprentissage authentiques et signifiantes? Comment elles peuvent faire sens? Évidemment, tout ça en étant toujours en logique de revenir en arrière sur, oui, mais dans notre contexte, est-ce que c'est réaliste? Je vous donne un exemple concret. On s'était dit, ah, c'est super de faire des séances de micro-enseignement. Donc les gens faisaient des présentations en classe, 15 minutes, les collègues les regardaient, il y avait une grille d'évaluation, on discutait méthodologie pédagogique. Ça marchait très bien en présentiel. Quand tu es en ligne, c'est un peu moins efficace. Alors il y a un collègue qui me dit, si, moi je pense qu'on va pouvoir essayer. Donc on a fait le test, on s'est dit, grandeur nature. Je lui ai dit, parfait, tu t'enregistres, puis moi je vais te regarder avec la grille d'évaluation. Sans vous mentir, c'est dommage qu'il n'y ait pas de chaise, il était, la vidéo, il est comme ça sur son bureau, il dit bonjour. Aujourd'hui, le cours, les 15 minutes les plus longues de ma vie. Je l'ai regardé, je suis beau. C'est un collègue que j'aime beaucoup, avec qui on se croit bien. Il me dit alors, comment dire? Tout à l'heure, Christine, elle m'a dit que j'étais mieux en vrai que sur YouTube. Eh ben lui, il est beaucoup mieux en vrai que sur YouTube, je tiens à dire. C'était horrible. Par contre, par rapport à la grille d'évaluation, c'était parfait. Il avait suivi la totalité des points. Mais en réalité, c'était zéro naturel. Il me dit, ben, je me suis enregistré 8 fois pour y arriver. Et là, tu te dis, on a perdu tout l'intérêt de l'exercice. L'intérêt de l'exercice, c'est justement d'amener aux étudiants enseignants en exercice, donc de se regarder, puis de se dire, oh, tiens, comment je fonctionne? Est-ce que j'ai des types de langage? Comment fonctionne mon langage verbal et non verbal? Est-ce qu'il est coordonné? Est-ce qu'on a parfois l'impression que je ne saisis pas les messages dans la salle des gens qui ne comprennent pas bien? C'était tout l'exercice. Là, on avait perdu la totalité. On a éliminé ça de nos activités pédagogiques. Ça ne faisait pas de sens dans notre contexte. Pourtant, en soi, c'est une bonne activité pédagogique, mais elle ne tient pas la route. C'est hyper important de se poser la question. Et puis, on a formulé les compétences, je vais vous les montrer, et on a développé le design pédagogique à la fois du point de vue macro, donc pour tout le cours, et aussi pour chacun de nos cours, chacun a dû faire l'exercice du développement de son design pédagogique à partir des compétences énoncées. Est-ce que ça a été un gros exercice? Oui, parce qu'en fait, ça nous a amené à réinterroger des choses qu'on faisait par habitude et sur lesquelles on s'est dit peut-être que finalement, c'est pas si intéressant. Alors, on s'est évidemment entendu qu'on a des choses obligatoires dans la structure universitaire qui commencent à bouger, mais c'est défini, comme vous le voyez, avec 3 cibles de formation: développer des connaissances à l'égard de l'enseignement supérieur, sensibiliser à la culture professionnelle de la pédagogie universitaire et développer les compétences suivantes. Analyser de façon réflexive et critique des pratiques de formation, apprentissage et évaluation par l'adoption d'une position de praticienne-chercheur ou de praticien-chercheur, planifier des situations d'apprentissage et d'évaluation et concevoir des activités et des ressources pour l'apprentissage et l'évaluation. Au départ, on avait 6 compétences. Premier tour du programme, on est parti avec 6. Alors c'est un programme qui fonctionne avec un cours obligatoire et puis des cours à option au choix des personnes participantes. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une compétence, par exemple, si tu ne prenais pas le cours Innover dans l'enseignement supérieur, tu n'atteignais pas la compétence. Dans un programme où tu peux choisir les cours, ça ne faisait pas beaucoup de sens. Puis on s'est dit, il y en a une autre, autour de la question de l'évaluation en situation authentique explicitement, ça ne fonctionnait que si tu choisissais le cours évalué en situation authentique explicitement pour aller aussi loin dans le développement. Et donc finalement, c'est en étant dans la mise en pratique qu'on s'est rendu compte que ça ne faisait pas beaucoup de sens. Et on est arrivé pour valider le tout, et c'est pas grave que vous ne sachiez pas la lire, ça n'a pas d'importance, le contenu n'a aucun intérêt, à arriver, parce que je vais vous l'expliquer. Dit comme ça, c'était étrange. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une grille d'évaluation du programme au complet. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, à gauche, on a nos 3 compétences, que je vous ai lues tout à l'heure, analyser,
concevoir et planifier. Et au-dessus, on a défini en deçà la compétence attendue et au-delà. Et tout l'exercice a été de dire, ça veut dire quoi, compétence attendue pour l'étudiant? Qu'est-ce qu'on attend de lui autour de la compétence analysée de façon réflexive, planifier des situations, concevoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout l'exercice, il a été là. Tout l'exercice du travail a été autour de cette question. Alors, est-ce que ça a été facile? Non, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Et puis après, quand même, tout ce moment partagé, je dois vous faire un petit aveu. C'est coûteux la première fois. C'est vrai, vous avez raison, ça a été mentionné, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est coûteux. Ça te demande de t'asseoir avec tes collègues, ça te demande de te frotter, ça te demande de discuter, ça te demande de débattre, ça te demande d'accepter, ça te demande d'entendre, d'écouter les étudiants, d'écouter le personnel administratif qui dit « oui, mais c'est super beau ton idée, mais dans la pratique, ça marche pas. » Parce que apogée court une note. Mais la vie, c'est pas apogée, je vais pas faire ça. Ça te demande de te battre parfois contre le système, de démontrer l'intérêt, la pertinence, donc c'est coûteux. Ça te demande du temps pour développer tes situations d'apprentissage comme enseignant, de réflexion. Ça te demande de maîtriser des méthodes pédagogiques avec lesquelles au départ, tu n'es pas forcément à l'aise. Ça te demande de développer des critères et des indicateurs pour l'évaluation, faire des grilles, réfléchir. Ça te demande d'oser observer des compétences et c'est souvent une petite pointe d'iceberg, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui m'échappent. Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Puis ça te demande aussi, et ça pour nos établissements c'est parfois difficile et compliqué, un accompagnement des enseignants ou des étudiants. Parce que c'est bien beau de vouloir l'approche par compétence, mais si j'offre pas d'espace de développement, ça sert à rien. C'est comme de vous dire, je vous offre un livre de 800 pages, merci de le lire pour la semaine prochaine, mais tu vas bosser 65 heures cette semaine. Tu vas le lire quand ton livre? Ben, c'est la même chose. Alors si l'approche par compétence, c'est juste un beau mot qu'on a mis, puis qu'il n'y a rien changé dans notre pratique, c'est un petit peu inutile. On a brassé beaucoup d'air, mais on n'a pas fait beaucoup de choses. Au Québec, il y a une formulation qui dit « faut que les bottines suivent les babines ». Ça veut dire, c'est bien beau de blablabla, mais à un moment donné, il faut prendre tes pieds puis avancer dans la direction. Puis c'est exactement ça l'enjeu. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui, c'est d'avoir mis ses pieds dans ces starting-là, puis on disait tout à l'heure qu'Isabelle vous attendait, ben je pense que c'est exactement ça. C'est de dire, ok, maintenant j'ai mis mes bottines aux pieds, il faut que j'avance. Pas juste de dire que je trouve ça bien, il faut que je me mette en marche. Puis vous avez une main qui va vous tenir. Isabelle, le SIAM, ils sont là pour vous tenir, pour avancer. Alors, c'est aussi pour moi une opportunité, et je voudrais quand même finir là-dessus, c'est définir une vision commune de notre formation, et ça, je pense que c'est une belle chose. On ne peut qu'être content de ça. C'est une occasion aussi de créer du collectif, pour créer du lien dans le parcours de formation, pour comprendre c'est comment que toutes les briques que nous proposons pour construire ce mur fassent sens pour les étudiants, de leur expliciter, pour nous comme enseignants et de l'expliciter. Vous savez, c'est incroyable quand je rencontre un vacataire qui me dit j'enseigne un cours, alors je crois que les étudiants sont en S2. Tu crois ou t'es sûr? Peut-être S3, mais quelque chose comme ça. My God, tu sais même pas où ils sont. Je trouve ça hyper effrayant. Je trouve ça hallucinant. Ça me questionne. Comment tu peux pas savoir? Bah, il vient, il donne un cours, il repart. Il sait pas avant, il sait pas ce qu'il y a après. Et ça, c'est quand même hyper questionnant. Parce que ça veut dire aussi potentiellement que nos VP et autres responsables de formation ne savent pas eux non plus ce que ce gars fait dans sa classe. Ça, c'est tout de même une véritable interrogation. Ça veut dire aussi penser pour moi un changement individuel, structurel et personnel. On est à un changement institutionnel, structurel et personnel. On est bien dans cette logique où on va tous se transformer dans cette approche. On accepte que c'est une transformation globale, micro, mezzo, macro. On accepte aussi de penser pour moi l'approche par compétence comme un outil et non pas comme un objectif à atteindre. On s'en fout qu'à la fin l'UBO ait fait l'approche par compétence, c'est bien.
mais c'est un outil. C'est un outil pour favoriser le parcours de professionnalisation de nos étudiants. C'est un outil pour mettre de l'avant pourquoi tu choisis de venir à l'UBO. Quelle est la valeur ajoutée de venir faire droit à l'UBO, de venir faire STEPS à l'UBO? C'est quoi la valeur ajoutée? Quel est ton intérêt de venir chez nous plutôt qu'ailleurs? C'est quoi qu'on te propose? Et pourquoi, comme enseignant et comme enseignant-chercheur, c'est un espace de développement professionnel? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Pourquoi c'est agréable? Et pour moi, c'est vraiment une occasion de favoriser le développement professionnel des enseignants du supérieur. Juste pour dire, on n'est pas juste là parce qu'on est là. On est là parce qu'on est vraiment une pierre essentielle au développement de nos compétences des étudiants. On est vraiment une pierre tournante pour pouvoir réaliser cette approche par compétences. On n'est pas juste là parce qu'on nous demande de faire 192 heures comme enseignant-chercheur, mais parce qu'on a une passion à aussi discuter de notre discipline et à la mettre en tension avec d'autres disciplines. Et donc ma conclusion, c'est que oui, ça change tout. Ça change tout dans tes attentes par rapport à tes étudiants, tes attentes comme étudiant par rapport à tes enseignants, ta posture. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Quels sont mes rôles comme étudiant et comme enseignant? Tes approches pédagogiques, mais aussi tes approches de venir au cours, de venir t'asseoir, de ta participation, tes stratégies d'enseignement et d'évaluation, tes stratégies d'apprentissage. Et vous comprenez pourquoi j'ai employé le tutoiement ici plutôt que le vouvoiement, parce que je veux que ça vous touche en plein cœur. Parce que pour moi, cette transformation, elle ne passe avant tout que par votre transformation. Parce que si on regarde, on est beaucoup dans cette logique-là, à l'heure actuelle, dans nos établissements, avec des belles disciplines qui sont comme ces pots de peinture bien alignés. Et puis moi, ce que j'espère, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit ça que vous proposiez à votre université. De dire, nous, comme acteurs, étudiants, enseignants, personnel administratif, nous sommes l'UBO. L'UBO, c'est pas juste une poignée de dirigeants, c'est vous comme être. Et ce que nous, on veut, c'est avoir le même tableau en couleur que ce qu'on voit dans la vraie vie. Voilà, je vous remercie beaucoup.